Bienvenue mesdames et messieurs dans DCP, votre émission bi-hebdomadaire de cinéma proposée par Cody Baby Ghost et le Wishing Light Channel. Nous sommes dans DCP, du ciné et des potes. Et autour de ma table, j'ai mes potes, Fred, Julien et Jérémy. Bonne année. Bonne année à tous. Bonne année 2024. Quelles sont vos résolutions 2024, messieurs? Voir plus de films. Voir toujours plus de films. Et encore plus. Arrêtez l'alcool. Hein? Le Dry January, tu l'as commencé ou pas? Ah, j'y tiens encore là, je Attends, tiens. ça existe ça? Bah, bien Oui, sûr. ça veut dire que tu ne bois pas une goutte d'alcool. C'est le mois sans alcool. Et pour l'instant, moi aussi. Hey! T'as pas bu une bière au tout début de l'année 2024, toi? Ouais, mais elle compte pas. Bah si, t'étais en 2024 techniquement. Ah oui, non, mais ça compte pas. Oui, ça compte pas. Ah. Mais oui, on va tenter de regarder plus de films cette année, de se tenir un peu mieux au courant de ce qui se passe dans le cinéma, dans l'actualité ciné. Et d'ailleurs, commençons par les actus. Qu'est-ce qui se passe dans le monde du cinéma en ce moment, les gars? Alors moi, je commence par une info, c'est pas une grosse info, c'est que je savais pas trop quoi prendre. Il y a une sortie nationale là, annoncée pour le 24 janvier de The Iron Claw. Je suis super content parce que c'est un film à 24 avec Jeremy Allen White. Moi, je suis dans la période Jeremy Allen White en ce moment. Et du coup, voilà, juste petite info, ça sort enfin. On n'avait pas vraiment de date et donc maintenant c'est acté, c'est le 24. Et allez le voir. Ça arrive bientôt, alors? Oui, ça arrive très On en bientôt. parlera peut-être. Hein. Bah, avec ma news, on va direct parler de chiffres parce que je sais que parler de ça, j'ai l'impression. Mais je vais évoquer le fait que Universal soit le studio qui a engrangé le plus de recettes mondiales en 2023, prenant la place à Disney, qui l'occupait chaque année depuis 2015. Pour la comparaison, Universal a engrangé 4 milliards 907 millions de dollars de recettes mondiales contre 4 milliards 827 millions pour Disney. A savoir qu'en 2023, Universal avait sorti 24 films contre 17 pour Disney. On pourrait dire que c'est parce qu'ils ont sorti plus de films et donc c'est pour ça qu'ils ont engrangé plus de recettes mondiales. Ça joue certes, mais faut rappeler que Disney n'a pas sorti d'énormes cartons au box-office l'année dernière. Leur meilleur score étant Gardien de la Galaxie 3 qui n'a même pas dépassé le milliard. Mais également, il faut rappeler que Universal a quand même 2 films sur le podium de 2023, dont un ayant dépassé le milliard, Super Mario Bros, et l'autre étant Oppenheimer. Et si on termine les chiffres des gros studios de l'année dernière, malgré la première place de Barbie, Warner n'est qu'à la 3e place des recettes mondiales avec 3 milliards 840 millions, Sony en 4e, notamment grâce au succès de Spider-Man Across the Spider-Verse avec 2 milliards 94 millions de recettes mondiales. Et enfin, la dernière grosse majors, c'est Paramount en 5e position avec 2 milliards 26 millions, qui ont été réalisés notamment par les gros titres du studio qui étaient Mission Impossible 7, Donjons et Dragons et le film Pas de Patrouille. Oui. Ah là, c'était ça que tu pensais que ça allait te faire plaisir, la patte patrouille? Ouais. Non. Ouais. J'aurais préféré que tu me parles d'Avatar. Avatar, il a été repoussé. Quoi? Il ressort pas en 2000. Il sort en décembre 2025. Donc quand je disais que ma plus grosse attente de 2024 c'était Avatar 2, Ah, merde. Avatar 3. Mais t'as évoqué Sonic 3 qui lui n'a pas bougé de place. Donc... Oui, bon, Sonic, Ouais, mais c'est Avatar, pas ma plus, c'est voilà, pas ma quoi. plus grosse attente. Non, bah ça va partir sur Dune 2. De se faire Voilà. dessus. Dune 2. Ok. Julien. Eh bien, pour débuter l'année, la plateforme France TV va proposer gratuitement un cycle Hitchcock. Donc, ce sera du 5 janvier au 22 mars. Donc, chaque vendredi, le catalogue va accueillir un nouveau film. Donc, il faudra préciser aussi que chaque film va être accompagné par un épisode de la série Hitchcock présente. Donc, ça donne un assez beau contenu. Donc, au programme, pour commencer, il y aura L'homme qui en savait trop, mais aussi prochainement La cinquième colonne ou encore La corde. Et cependant, il va falloir attendre février pour voir ou revoir Vertigo, donc Sueur froide en français, et il faudra attendre début mars pour voir Fenêtre sur cour. Ce n'est donc pas moins de 12 films qui seront proposés par la plateforme de France Télévisions, et si on pourra regretter l'absence de grands chefs-d'œuvre du cinéaste comme La mort aux trousses ou encore Psychose, on aura l'occasion à la place de découvrir des films moins connus de celui qu'on appelait le maître du suspense, donc on ne va pas nous bouder notre plaisir pour cette rétrospective. Pas Et mal. si vous voulez aller voir des films de Hitchcock, allez au cinéma du quartier latin. C'est vrai. Parce qu'il Oui. passe en boucle. Oui. Et pour ceux qui habitent pas à Paris. Et pour ceux qui habitent pas Paris, ouais. Et bah France TV. Voilà. Eh bah, voilà, France merci, TV, mais- voilà, mais- c'est la solution. Au moins, c'est de l'argent qui est bien dépensé, l'argent du contribuable bien dépensé. Eh bien moi, messieurs, la news, ça concerne Yorgos Lanthimos, puisqu'il va prochainement sortir Poor Things, pauvre créature, que Jérémy a déjà eu la chance d'aller voir en avant-première. Mais j'ai découvert qu'il va déjà faire un 3e film de suite avec Emma Stone et qu'il a déjà été tourné. Ça va s'appeler Kinds of Kindness. Voici une petite citation de Monsieur Lanthimos. C'est un film contemporain situé aux États-Unis. 3 différentes histoires avec 4 ou 5 acteurs jouant un rôle dans chaque histoire. Donc, ils jouent tous 3 rôles différents. C'est presque comme faire 3 films. Ah, ça me fait penser à Cloud Atlas dit comme ça, mais... Ah, peut-être. Mais c'est ce genre de film un peu à sketch. Je sais pas, on ne sait pas On vraiment. verra, on verra. En tout cas, Poor Things, Déjà, j'imagine. on parlera de Poor Things, déjà. On parlera et, de Poor Things et puis on parlera de Kinds of Kindness le jour venu. Eh ben écoutez, on a fait le tour des actus et Jérémy nous a déjà un peu parlé de chiffres, mais il va revenir avec ces chiffres avec la charge.
Parce que tu vas nous parler de... Des suites qui vont sortir en 2024. D'une, deux. Alors, entre autres. Mais pour cette première émission de l'année, j'avais envie de vous parler des films qui vont sortir en 2024 avant que vous ayez une vision de ce qui va sortir cette année au cinéma. Mais vu ce qui m'intéresse, c'est les chiffres, je vais vous parler des suites qui vont sortir cette année. On va faire ça dans l'ordre croissant, c'est-à-dire que je vais vous parler tout d'abord des deuxièmes volets qui vont sortir cette année, puis des troisièmes volets, et ainsi de suite. Et vous n'hésitez pas à prendre la parole si jamais vous avez quelque chose à dire, et je vous demanderai de temps en temps si vous les attendez un peu, beaucoup, ou vraiment impatiemment ce film. Moi, je suis désolé, je vais pas t'écouter parce qu'il y aura pas Avatar 3. Ouais. Finalement, ouais, il n'y sera pas. Allez, c'est parti. Les deuxièmes volets qui sortent cette année, on va faire ça dans l'ordre chronologique en partant de janvier pour aller à décembre. On commence très bien l'année car la première suite notable qui sort cette année en France, c'est Opération Portugal 2, La vie de château, qui sort le 7 février. Donc la suite d'Opération Portugal sortie en 2021. Oh Je sais même pas c'est quoi le premier Je sais film. même pas c'est quoi. Il y a en fait, cette suite alors que le premier film n'avait fait que 450 000 entrées. Je savais pas que c'était suffisant pour produire une suite, 450 000 entrées, mais bon, peut-être qu'il y avait une grosse histoire à raconter pour qu'il y ait cette suite de fait, je sais pas. C'est pas le film avec Jarry et Kev Adams? Non, Non. parce que je vais en parler. Ah, On mon se Dieu. continue dans les suites des comédies françaises avec la semaine suivante, le 14 février, Maison de retraite 2, suite du film sorti en 2022, et étonnamment, ils ont correctement fonctionné. Et dedans, il y aura Jean Reno qui vient payer ses impôts aussi. Oh non. Non. L'année commence très mal. Toujours au mois de février, on va peut-être enfin voir une bonne suite, voire même un bon film tout court, avec d'une deuxième partie de Denis Villeneuve prévue pour le 28 février. Une des suites les plus attendues de l'année, votre niveau d'attente, bah ouais, non, c'est. Hein. Ouais, en vrai, ça se résume à plutôt un 7 sur 10. Hein, tu sais, je suis pas un mec qui attend trop les films. Sauf Avatar 3. Et donc sinon, Julien, Fred. Moi j'ai super hâte, j'ai envie d'aller le voir dans une bonne salle pour le coup, donc ouais. trop Attente hâte. normale, écoute. On sait qu'on va voir un film qui sera beau visuellement, et donc c'est... Ok. Mm. Par contre, ça devait durer 3h20. Ils ont réduit... 3h15, et ils Ouais. ont réduit d'une demi-heure. Ouais. Voilà. Ah, merde. Mais il a été avancé, normalement il devait sortir mi-mars, il a été avancé de 2 semaines. Donc, Ouais. Oui, c'est ce que je me disais là, bah, c'est cool. Ensuite, pour trouver un deuxième volet, on passe directement au 19 juin avec Vice Versa 2, suite du film de Pixar de 2015, avec de nouvelles émotions dans le film. Pour le mois de juillet, le 17 plus précisément, nous aurons la suite de Twister de Yann Demont, sorti en 96 avec Twisters de Lee Isaac-Chung, le réalisateur de Minari. Et c'est le genre de film où tu te dis pourquoi ils le font. Bah ouais, surtout, c'est vraiment cette vibe des films des années 90, les films catastrophes, tu sais, où il y avait tout le temps Tommy Lee Jones. Genre, il y a des films comme Magma, comme Volcano et Twisters. Twister, il y avait pas. Twister, c'est très bien par contre. Ah ouais si tu l'as pas vu. Non, en En fait. plus, Minari, c'était très bien. comme Ouais, film, c'est ça, donc, c'est étonnant de voir le réalisateur de pourquoi pas. Minari réaliser la D'accord. suite de Twister, Twister. ouais. mais, Moi, j'étais resté sur Fusion avec Aaron Eckhart. C'était trop bien. Ils allaient au centre de la Terre pour faire exploser le noyau parce que c'était le réchauffement climatique. Ensuite, à la fin de l'été, nous aurons Beetlejuice 2, normalement, le 11 septembre. Suite réalisée par Burton, ça doit être bien faire depuis Batman le Défi qui nous a pas réalisé de suite. Donc suite de son film sorti en 88 avec toujours Michael Keaton et Winona Ryder, mais avec de nouvelles têtes au casting, avec en tête Jenna Ortega, Justin Theroux, mais également Willem Dafoe et Monica Bellucci annoncés au casting. Bah, justement. On en pense quoi de Beetlejuice 2 autour de la table? Et bah, j'en pense que Tim Burton fait encore jouer ses copines. Ah oui, c'est vrai que c'est sa copine maintenant, ouais. Ouais, J'ai pas vu le premier, donc je. C'est Moi vachement. non plus, donc, Ouais, moi j'ai perdu espoir pour Burton, mais un peu curieux quand même. D'accord. On passe sur la fin d'année avec la sortie le 2 octobre de Joker Folia 2, suite du gros succès de 2019 avec Joaquin Phoenix qui reprend le rôle titre et avec Lady Gaga qui arrive. Perso, j'attends au tournant celui-là. Ouais, moi j'attends beaucoup aussi. Parce que c'est entre le premier Joker, Boys of Fred et Napoléon, l'année dernière, Joaquin Phoenix, moi, là, je commence un peu à être en rupture avec lui. Donc, si Joker Folia 2, c'est pas ouf, Puis même le je concept vais en avoir même, marre de le voir dans des films que j'aime pas, quoi. Le concept même du film, je crois que c'est une comédie musicale, non? C'est que c'est tourné comme un musical. Il me semble. Donc c'est super cool. À voir, ouais. Moi je suis curieux. Moi, je l'attends au tournant, perso. C'est toujours Todd Phillips. Toujours à l'arrière. Todd Phillips Ouais. salarial. Ouais. En octobre, toujours, on aura la suite de Smile, sortie en 2022 avec Smile 2. Voilà, Youpi. pas grand chose à rajouter, c'est une suite de films d'horreur assez classique. Oh. En novembre, le 20, le retour de notre cher ami Ridley Scott, qui revient, on pourrait dire ça tous les ans, mais il revient. Mais là, il revient avec la suite du plus gros succès de sa carrière en France, Gladiator 2, Youpi. par le scénariste de Napoléon, et ça me fait un peu peur, mais bon. Youpi. Mais avec quand même un sacré cast, hein, Paul Mescal, Pedro Pascal, Connie Nielsen, Jimon Unsu, mais aussi et surtout Denzel Washington. Juste pour Paul Mescal. Youpi. Youpi. Pourquoi pas, hein. Paul Mescal. Et Pedro Pascal. Et enfin, on termine les deuxièmes volets de l'année avec la suite du Roi Lion en animation 3D photoréaliste avec la sortie le 18 décembre de Mufasa le Roi Lion, réalisé par Barry Jenkins, donc le réalisateur de Moonlight, qui s'attaque à de l'animation photoréaliste pour Disney. Ça fait un peu Camoulox dit comme ça, mais bon. Maintenant, c'est sur Mufasa, du coup, la suite. Bah, ça s'appelle Mufasa le Roi Lion. Pour savoir Mais il comment il est devenu roi, tu vois. Attends, mais je suis perdu, Mufasa. Il est une mort. suite, du coup, il est mort. C'est un spin-off.
C'est un préquel. Ah bah du coup, t'as foiré ta chronique. C'est un préquel. Oui, bah c'est pas une suite. Allez, poursuis ta chronique. Allez, donc on a fini avec les deuxièmes volets, on va passer au troisième volet qui vont sortir cette année. Pas beaucoup de troisième volet en ce début d'année car il faut attendre le 26 juin pour voir arriver Sans un bruit jour 1, troisième volet de la saga Sans un bruit, donc préquel, mais voilà, moi je le considère dans la saga donc comme une suite. Un mois plus tard débarque Deadpool 3 le 17 juillet. Ce film-là, ça peut être le meilleur film sur le multivers super-héroïque ou une immonde daube, pour moi, mais on va voir. Ça penche plus Des pour avis. l'immonde daube, de mon point de Des vue. avis, ouais, là-dessus. Est-ce qu'on a le réel, par exemple? C'est C'est Sean Levy. Toujours le 1 et 2, c'était qui? C'était Alors, le premier, c'était Tim Miller. Et le deuxième, c'était David Leitch. Donc là, le troisième, il a fait quoi, du Sean coup Levy. Tu sais à peu près ce qu'il Sean a fait. Levy, bah, il est sur les réals. Il a fait des réals pour Netflix, notamment des épisodes de Stranger Things. Il a réalisé Free Guy l'année dernière. Ah oui, c'était lui. Il a fait Real Steel, putain. Ouais, voilà, bah, c'est super bien, ça. Je crois que c'est lui qui a fait ça. Bah, c'est génial, si c'est lui. Bon, bah voilà, on lui fait confiance. Non. Ok. On passe ensuite directement en octobre où on va avoir le troisième volet d'une saga française, le 16 octobre, avec le troisième volet de Largo Winch qui va s'appeler Le Prix de l'Argent, donc avec Thomas Sisley qui reprend le rôle principal et il y a James Franco annoncé au cast également. Quelques semaines plus tard, le troisième volet dont je comprends pas l'existence avec Venom 3, réalisé par la scénariste de la saga Kelly Marcel qui sortira le 6 novembre, toujours avec Tom Hardy. Mais je sais même pas si j'irai le voir en fait, tellement les deux premiers. Si, c'était je drôle. n'aime pas. C'était drôle en vrai. Non, pour moi c'était pas drôle, c'est juste des mauvais films. Non, je sais pas, moi, voir Venom dans une soirée techno qui dit « Ah, de toute façon, ouais, j'ai pas de potes !» Moi, ça m'a fait rire. Chacun son humour. Et enfin, la dernière semaine de l'année, le jour de Noël, le 25 décembre, Sonic 3. Youpi. Il me semble que t'en as oublié, hein, mais Ah. j'ai pas la date. Alors, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas de date de sortie Ouais, française c'est peut-être annoncée. pour ça, alors, parce que Et il j'en va- parlerai peut-être après. Ok, bah Je- je te coupe pas alors. Voilà, peut-être. Parce qu'à la fin, j'ai mis ceux qui n'avaient pas de date de sortie, mais qu'on pourrait attendre quand même. Étonnamment, vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de quatrième volets cette année, hein, avec le 27 mars, le premier des quatrièmes volets de l'année avec Kung Fu Panda 4. Ensuite, la semaine suivante, le 3 avril, le quatrième volet de Ghostbusters avec SOS Fantôme, la menace de glace, où l'équipe de SOS Fantôme, l'héritage, va rencontrer l'équipe Ghostbusters aux Images, si j'ai bien compris. On passe au mois de mai, où le 22 sortira la suite d'une des meilleures trilogies récentes avec La Planète des Singes, le Nouveau Royaume, où quand on a vu la bande-annonce avec Owen, on était un peu circonspect. Film Même qui moi. va se dérouler 300 ans après la trilogie de César, je tiens à préciser. Ah, c'est 300. Moi, je pensais que c'était vraiment le fils. Enfin, le personnage, c'était le fils, là. Même carrément circonspect, en fait. Genre, j'y crois pas du tout, moi. Pourquoi? C'est moche. Ah, vous trouvez? J'ai pas. J'ai Non, vu très franchement, ouais, rapidement. ça fait vraiment très post-apo type The Last of Us. Bah, Ah, merde, ouais. moi j'avais trop hâte justement parce que j'avais adoré la trilogie. Bah, Ah moi oui, aussi, Et hein. de voir moi aussi, que. Ok. Mais juste pour visuellement, c'est tout. Bon, on sait pas de quoi ça va parler, à vrai dire. Ouais, tu c'est vois, ça. donc, On sait juste que ça se déroule 300 ans après la trilogie de Bah, César. ça va être la planète Voilà. des singes comme on l'a connu à l'époque, enfin dans les années. 60, ouais. Mais moi, ça me fait marrer ce principe de vouloir rattacher forcément à la saga originale. Chaque planète des singes, chaque œuvre a sa propre temporalité. Déjà, le film de 68 n'a aucun rapport chronologiquement avec le bouquin de base. Et pareil pour Tim Burton, et pareil pour le remake de 2011. Donc vouloir rattacher des chronologies ensemble dans la planète des singes, ça n'a aucun sens. Faites vos propres chronologies de planète des singes. Et faites des trucs vraiment bien, parce que c'est trop bien le principe. Ensuite, Adil El Arbi et Bilal Fallah vont sortir un film cette année, même si c'est pas Bad Girl, avec Bad Boys 4. Ils avaient fait du plutôt bon taf sur le troisième, donc pourquoi pas, et ça sort le 12 juin. Début juillet, le 3 juillet, sort le quatrième volet d'une autre saga d'animation, Moi, Moche et Méchant 4. Voilà. Les quatrièmes volets sortent vraiment sur le début d'année, parce qu'il n'y en a plus vraiment sur la fin d'année. Donc on passe au cinquième volet, et il n'y en a qu'en avril. Donc avril, c'est le mois des cinquièmes volets. Et on va commencer par une saga française, car Ducobu 5, Ducobu Passe au vert, sort le 3 avril. Y a-t-il besoin d'en rajouter? Je ne pense pas. Moi, ça me fait marrer parce que c'est toujours... Souffle très fort. Ouais. Moi, ça me fait marrer parce que c'est toujours un nouvel acteur, tu vois. Parce que l'ancien est devenu vieux. Et je sais pas de quel âge il doit avoir le premier Ducobu, mais je me demande s'il assume encore, tu vois. Et je me demande si. Est-ce qu'il a encore une carrière, surtout? Et il jouait dans le Petit Nicolas, je me souviens. Oui, c'était Oui, c'est Alceste. ça. Ouais. Et du coup, je me demande si celui qui vient de jouer dans le Ducobu, dans 10 ans, il assumera aussi. Mais c'était Elie Semoun qui avait réalisé le dernier opus, il me semble. Depuis le 3, il les réalise. Eh bien, Donc, sacrée carrière. Ouais. Voilà, c'est sa saga à lui, quoi. C'est le Semoun. C'est son bébé. Ducobu, c'est bon bébé. Ensuite, la semaine suivante, le 10 avril, donc, sortent deux cinquièmes volets. Le cinquième volet du Monsterverse de Warner avec Godzilla X Kong, le nouvel Empire, j'allais dire The New Empire en VO, mais oui. J'ai déjà dit ce que je pensais de la BA, j'ai l'impression que le film va être claqué au sol, donc moi... C'est le combienième de film où ils sont tous les deux, la Godzilla et King Kong? Alors il y a eu Godzilla vs Kong juste avant, et là c'est Godzilla X Kong. Donc c'est le 2, quoi. Ah, c'est un porno. Me dis pas que tu sais pas qu'en anglais X ça veut dire avec. Je pense qu'il existe des. Tu pourras trouver une version. Je vais pas chercher, Fred. Je vais pas chercher. Oh, putain.
Et aussi, du coup, ce même jour sortira le 5e volet de la saga The Omen, ou La Malédiction en français, initié par le film de Richard Donner en 76, et c'est donc un préquel direct à ce film-là. On a peur, non? Je sais pas, la bande-annonce est sortie, je l'ai pas regardée, donc... Ok. Moi j'ai peur maintenant avec les films d'horreur, dès qu'on prend un vieux film d'horreur, c'est fini quoi. Merci Monsieur Green. Merci Monsieur Green. Et donc ensuite, pêle-mêle pour les sagas qui ne sortiront plus qu'un 5e volet ou qui n'ont pas de date de sortie française, et que donc potentiellement ces films ne sortiront pas en 2024, le 7e volet d'Alien, Alien Romulus, sortira le 14 août, film qui se déroula entre Alien et Aliens, et réalisé par Fede Alvarez. La fin de la trilogie Spider-Verse avec Beyond the Spider-Verse est toujours annoncée pour cette année sans date de sortie, ce qui sent la date de sortie repoussée à 2025 voire 2026. Et ça, tu croyais que j'allais parler ou pas? Non, Ah, c'est lequel alors que j'ai oublié? c'était Maxine. Mais on n'a pas de date de sortie. Ah oui, mais tu vois, j'y ai pensé quand Tu on vas- a parlé tout à l'heure. Tu vas super vite, mais attends, moi j'avais pas l'info. Alien, Fede Alvarez. Oui. Putain, Le c'est 14 génial. août. C'est génial, ça va être en mode film d'horreur quoi, genre vraiment axé sur l'horreur. Genre c'est vraiment axé sur l'horreur en fait du coup. Enfin c'est un peu vendu comme ça parce que lui il a fait quoi? Il a fait Don't Et Breathe, comme il n'y a pas de date de sortie Evil française, Dead. Enfin, c'est trop bien. Mais c'est vrai, t'as raison. Du coup, Maxine, t'as raison de l'évoquer au final parce que je l'ai pas noté, mais oui, en effet, Maxine également sans date de sortie française. Malheureusement. Maxine, qui est la troisième film de la saga X, Oui. X Pearl. Pearl, ouais. Pearl Surtout, incroyable. on espère qu'il y aura une sortie en cinéma cette fois, parce que malheureusement Pearl n'est pas sorti en salle. Ouais, c'était une sortie directe DVD Donc, Blu-ray. on espère que Maxine aura le droit à une sortie en salle quand même. Mm. Ferait Bah plaisir. X ils avaient mis grave du temps aussi, il est sorti un an après je Mais je crois. crois pas qu'ils soient restés très longtemps en salle en Non, plus. oh non pas du tout. Ensuite, niveau animation, Madagascar 4 est annoncé sans date de sortie, donc Sérieux également potentiellement repoussé aussi. Le Sherlock Holmes 3 qui est repoussé chaque année à l'année suivante depuis des années, maintenant continue d'être annoncé sans qu'on sache quand. Donc j'aime bien parce que ça fait bien au moins depuis 2018 qu'il est annoncé chaque année, mais qu'au final il est repoussé. Et enfin, Saw 11 même, pardon, et sans date de sortie française, mais devrait sortir fin septembre aux USA, donc très probablement fin septembre, début octobre en France. Ça marche toujours autant, hein. Ça marche Mais toujours attends, autant. mais genre, Owen. je croyais que le 10 c'était le barreau d'honneur de Tobin Bell et que genre c'était terminé après. Non mais tu sais Là très c'est le bien. 11 là, Mais il y aura encore Tobin Bell. je sais pas. Après il y aura le 12 mec. Puis un jour il y aura le 20, Waouh. t'auras des enfants. Niveau film d'horreur, Terrifier 3 est également prévu cette année aux USA, avec donc potentiellement une sortie fin 2024, début 2025 en France. C'est à Noël normalement. Enfin il sort à Noël. Ouais, donc c'est pour ça que je dis sortie potentielle en France fin 2024, début 2025. Et pour finir, Paddington 3 aura une suite, Paddington au Pérou, qui est prévu cette année également, mais sans date de sortie française. Voilà, donc vous avez une vision assez globale du paysage des sorties des suites de cette année, et bonne année 2024 au cinéma. Merci beaucoup pour toutes tes infos, je ne savais pas du Merci tout. Jérém. C'est vrai que ça fait beaucoup de Ça te suites. donne envie, ouais. Et Ouais. pour être honnête, pas beaucoup de suites qui me tentent. Ah. Si. Le Alien quand même. Ah non? Mais c'est marrant parce que moi, le Alien, j'étais persuadé pendant des années que ça allait être la suite de Covenant, tu vois. Ouais. Et finalement, Ah non, moi je trouve ça trop bien. Genre, Fede Alvarez, Don't Breathe, c'est pas forcément un film d'horreur, mais c'est un film très stressant où genre il y a beaucoup de poursuites dans des endroits très ouais, clos. non, mais je vois. Enfin, donc, des ouais, grandes, tu l'as vu de toute façon, non? ouais, j'ai dormi devant. C'est mauvais signe. Bon, les amis, on abandonne un peu les films qui arrivent pour revenir vers les films du présent. Et qu'est-ce qui est sorti dernièrement? Notre premier film de 2024. On va parler du nouveau film de Sofia Coppola, qui est un biopic sur Priscilla, adapté du livre de Priscilla Presley. Qu'est-ce qu'ils écoutent les jeunes ces temps-ci? Bobby Darin et Fabian. Et vous? Quelles sont exactement vos intentions, monsieur Presley? Vous avez un tas de femmes qui se jettent littéralement à votre cou. Pourquoi, ma fille? Monsieur, j'ai beaucoup de sympathie pour votre fille. Elle est très mûre pour une fille de son âge. Donc, comme je le disais, c'est une adaptation de l'autobiographie de Priscilla Presley qui relate la rencontre entre Priscilla et Elvis Presley, le king du rock. Donc, je vous cite quand même le synopsis officiel. Quand Priscilla rencontre Elvis, elle est collégienne. Lui a 24 ans et déjà une star mondiale. De leur idylle secrète à leur mariage iconique, le portrait de Priscilla, une adolescente effacée, qui lentement se réveillera de son conte de fées pour prendre sa vie en main. Ça, c'est effectivement de ça dont parle le film, mais j'ai l'impression que les gens attendaient autre chose, ou peut-être plus que ce que le film a à proposer. Alors justement, messieurs, qu'attendiez-vous de Priscilla? Est-ce que tu veux commencer, Julien? Parce que toi, je sens que tu es très très énervé contre ce film. Ah non, j'ai aucun énervement contre ce film. ok, mais bah, moi, j'avais l'impression. Pardon. Non, j'avais pas spécialement d'attente particulière, mais là où j'étais curieux, ce qui m'avait atteint, ce qui avait touché ma curiosité, c'était déjà l'idée de faire sur Priscilla Presley. Surtout qu'on a vu un biopic il y a 2 ans Oui. sur par, Elvis. Par Baz Luhrmann. Ouais, mais aussi, moi,
ce qui m'avait beaucoup étonné, c'est qu'il n'y avait pas les droits musicaux. Et on savait que le film allait utiliser des musiques, donc je voulais savoir comment ils allaient s'en sortir. Et en fait, finalement, la musique, c'est quelque chose de très peu présent dans le film, ce qui n'est pas un souci, puisque de base, ça veut se concentrer sur Priscilla. Donc, D'ailleurs, voilà. Priscilla Presley elle-même produisait le film avant qu'elle décède il y a de ça moins d'1 an, il me semble. Mais elle n'est pas morte, Priscilla Presley. C'est la fille d'Elvis Presley qui est morte. Ah, je suis sûr que Priscilla Presley... Ah non, elle est en parfaite Non, non, santé. c'est la fille de Elvis. C'est la fille Presley d'Elvis qui est morte. décédée l'année dernière. Ah non, zut. Attends, Toi, tu l'as Attends, tué, Johnny, quoi. il est mort T'as tant détesté le film que ça, tu l'as buté, quoi. Alors, Non, mais j'étais persuadé, tu D'habitude, vois. c'est Fred qui tue les personnalités sur DCP. Ah bah non, Remember ouais. Francis Cabrel. Elle est toujours vivante. Ah, c'est marrant. Bah, en fait, je suis vraiment nul. Non, je suis désolé. Oh, l'émission, elle est géniale. Par là. contre, c'est possible, là j'ai pas trouvé les infos, mais peut-être que les ayants droit, les droits appartenaient à la fille d'Elvis, qui pourrait expliquer qu'elle n'était peut-être pas d'accord pour filer les... Parce qu'ils ont D'accord. pas eu le droit des musiques, et pourtant Oui. Priscilla a produit le film, donc... C'est ça. Mais dans le film, il y avait des musiques par il moment. y a des musiques, mais c'est des covers. Et c'est très bien fait. Ça, faut quand même le souligner, c'est très bien fait, parce qu'on pense... On le devine pas. On le devine pas. Quand, Ok, quand voilà. le gars chante Elvis, enfin quand l'acteur principal chante du Elvis Presley, on croirait entendre du Elvis Presley, mais quand il parle, on croirait entendre pas Elvis Presley. Pas du tout Elvis Presley. C'est C'est vrai qu'il était aussi Enfin, grand, Elvis Presley. Quand on le regarde, on ne voit pas Elvis Presley. C'est vrai. non. Après, ce n'est pas un film sur Elvis Presley. Mais... Non, effectivement, c'est Alors, un si film tu veux sur voir ça, Priscilla. tu regardes Elvis de Baz Luhrmann. Mais Et Après, vachement ça bien. parle quand même d'Elvis, parce que le film, quand même, parle de leur relation à tous les deux, quoi. en fait, Elvis est au centre quand même Oui. des péripéties qui se passent, Hmm. puisqu'il est dans la relation entre les deux personnages, celui qui décide, parce que c'est une relation toxique. Mais quel est l'avis que vous avez sur Priscilla, les gars? Parce que là, Bien sûr. Excuse-nous. Calme-toi. Qu'est-ce qu'on en pense de Priscilla? J'en attendais rien personnellement, je suis pas déçu, je vais pas la faire à la Doubi, mais je ne m'attendais à rien, mais je ne suis pas déçu non plus. Je trouve pas que ce soit un énorme film dans la carrière de Sofia Coppola. Je ne pense pas que c'est un film dont on se souviendra dans la filmographie de Sofia Coppola. Comparé à un Lost in Translation ou un Virgin Suicide. Je ne pense pas que ce soit un des grands films, bon après que l'année vient juste de commencer, mais je ne pense pas que ce sera un des films qu'on se souviendra à la fin de l'année 2024, mais je trouve que le propos du film reste important. Quel propos? Pour moi, en fait, le film se résume sur l'idée de montrer comment les mœurs étaient avant et de les confronter aux mœurs de notre époque. Enfin, moi, je pense que c'est le gros souci de ce que j'ai vu de la plupart des critiques et des avis spectateurs, c'est de donner un statut au film qu'il n'a jamais prétendu avoir et qu'il n'a absolument pas. En fait, la question, c'est une question assez secondaire dans le film. C'est dans le film, mais pour moi, le film, c'est avant tout l'histoire de Priscilla, dans la façon dont en fait Sofia Coppola se voit à travers ce personnage, avec qui en fait elle partage beaucoup en commun. Bah, c'est pas tant un film pour démonter Elvis, parce que beaucoup de gens ont cru ça justement, que ça allait être que le Elvis de Luhrmann a glorifié la figure d'Elvis, et que celui de Coppola a pour but vraiment de le démonter et de montrer que c'était un pervers narcissique. Oui, Mais vas-y. il faut se rappeler que le film s'appelle Priscilla. C'est ça. Voilà, c'est le but du film. C'est ça. Et moi, justement, quand j'ai commencé le film, je me suis dit, oh là là, ça va être compliqué, parce que j'aime bien Elvis Presley en tant qu'artiste musical, j'aime bien, et j'aime bien l'icône qu'il représente, l'influence historique culturelle qu'il a par rapport au monde. Et je me suis dit, ça va être un choc, parce que ça va être regarder une des plus grandes icônes de ces 60 dernières années se faire complètement démonter. Et c'est pas vraiment le cas. Mais concernant le film Priscilla, dans ce qu'il est foncièrement, je le trouve un peu creux, et même pour un Coppola, sans grand intérêt. Je trouve que le film creuse pas trop en fait son sujet, c'est-à-dire qu'il reste toujours un peu en surface, il survole le truc, mais c'est fait exprès, j'ai l'impression qu'il a fait exprès de rester en surface pour pas trop justement prendre parti pour Elvis ou pour Priscilla. Comment ça, pas prendre parti? Attends. Bah en gros j'ai l'impression que genre à critiquer Elvis, mais sans vraiment critiquer, genre c'est-à-dire que par exemple il y a une super belle Oui, esthétique. juste dire, en fait, ça s'est passé comme ça, et puis voilà. Voilà en fait, c'est-à-dire qu'elle prend pas parti. Juste témoin, tu vois. Ouais. ok. Et du coup il y a un peu ce truc où tu sens que ça survole le film. Et... Bah, c'est pas étonnant parce qu'encore une fois, c'est pas le centre du film en fait. Elle adapte le bouquin donc de Priscilla Presley. Donc ce qu'elle montre, c'est des faits. Elle a une relation très compliquée avec Elvis, une relation d'emprise, une relation toxique. Mais c'est pas le propos principal du film à travers Priscilla. Donc c'est ce que dit Owen dans le synopsis, c'est comment une femme effacée s'émancipe et prend conscience en fait de sa propre vie et pour ça, et c'est là où je disais tout à l'heure, je pense qu'elle s'identifie, c'est que Sofia Coppola c'était une fille d'eux, c'est-à-dire une fille de grand réalisateur,
donc qui vivait dans l'ombre de son père et qui, au fil du temps, quand on pense Coppola, on pense autant Francis Ford Coppola que Sofia Coppola. Et le cinéma de Sofia Coppola n'a rien à voir à Francis Ford Coppola. Et Sofia Coppola s'est totalement émancipée de ce que pouvait représenter l'héritage de son père. Et je pense qu'en voulant adapter Priscilla, c'est exactement en fait ce que veut faire Coppola. Et c'est peut-être là aussi où c'est un peu dommage, c'est que Priscilla Presley, une fois qu'elle a quitté Elvis, elle va elle-même démarrer une carrière. Et ça, en fait, on l'a pas. Donc je trouve qu'en fait, ce côté d'émancipation, finalement, le film le retranscrit que par un montage où en fait elle change sa coupe de cheveux, elle change sa façon d'être. Et finalement, même sur ce propos de base qu'elle voulait faire, je trouve que là, j'ai rejoint Fred, elle n'arrive pas à aller au bout. Ouais, et puis le cinéma de Coppola, du coup, c'est un cinéma sur l'ennui de toute manière. C'est des meufs qui sont chez elles se font chier, il n'y a pas grand chose qui se passe, et elles sont très bloquées. En tout cas, moi j'ai vu Virgin Suicides et j'ai vu Priscilla du coup, et ça a toujours ce rapport-là à l'ennui et au désir sexuel, mais jamais accompli. Sur le premier point, l'ennui, oui, c'est une de ces thématiques récurrentes. Mais le truc, c'est que globalement, tu vois des gens se faire chier dans ces films, mais tu te fais pas chier en tant que spectateur. Et là, je tiens à dire que sur Priscilla, il y a des moments où j'étais un peu en mode c'est un peu long quand même. Alors qu'il dure quoi, 1h50 le film. Ouais. Bien qu'il aurait mérité peut-être 20 minutes de plus. En fait, il aurait peut-être pu se concentrer sur autre chose que ce qu'il fait. Parce que les longues déambulations de Priscilla dans l'appartement, enfin dans la maison de Elvis, toute seule, tu l'as compris au bout de 5 minutes, sauf qu'en fait, le film prend 20 minutes à te le montrer. D'ailleurs, par rapport à ça, niveau mise en scène, je trouve qu'elle réussit pas mal à montrer la petitesse, entre guillemets, de Priscilla face à l'immensité de la figure que peut être Elvis, mais aussi de la maison, je sais plus comment elle s'appelle. C'est Graceland. Ouais, par rapport à Graceland en général. Donc c'est vrai que les plans dans Graceland, souvent, dans la maison de Graceland, t'as vraiment l'impression qu'elle est insignifiante presque. Ouais, j'allais pas employer un terme aussi fort, mais ouais, un peu insignifiante dans le décor que propose. Elle est un élément du décor qu'en fait Elvis aime bien retrouver quand il rentre chez lui, mais elle est là où il voudrait qu'elle soit en matière de décor. Et elle n'a pas le droit de changer de place. C'est là où est la toxicité de la relation, c'est que on la met à un endroit et elle n'a pas le droit d'en sortir. Et tout le film, c'est à quel moment elle va décider de sortir de cette zone dans laquelle elle est bloquée. Sauf que le film manque peut-être d'enjeux ou d'éléments qui te font comprendre qu'il se passe des choses dans la tête de Priscilla, parce que finalement, elle est très inactive, elle décide de partir de manière un peu inattendue, et c'est là où le film décide de s'arrêter. Donc c'est comme si t'avais premier acte, sans aucun développement, et d'un coup le film se terminait. Mais là aussi, peut-être sur les lacunes de compréhension et de contexte, et là après je me base sur le film de Luhrmann, donc, qui doit lui-même avoir beaucoup de failles historiques. Mais dans le film de Luhrmann, tu vois aussi à quel point Elvis est sous l'emprise du colonel, et le colonel est extrêmement présent dans sa vie, et ça m'étonne que on ne voit jamais le colonel en fait dans le film. C'est ça, il est juste évoqué, mais il pas est évoqué, montré. mais il a tellement une emprise en fait, c'est que je serais pas étonné que même sur son statut à elle, Priscilla, dépende aussi de la bonne volonté de ce colonel. Mais moi, par exemple, un des trucs que je trouvais un peu dommage, mais en même temps, encore une fois, ça rejoint cette idée que c'est un film sur Priscilla, c'est que le film ne contextualise jamais ce qui se passe. Mais en même temps, c'est le point de vue de Priscilla, elle ne sait pas ce qui se passe dans la vie de Presley. Mais au moment où il se rend compte, du coup, il est à l'armée et il commence sa carrière en tant que cinéaste, enfin en tant qu'acteur. Donc on est dans la période creuse, artistiquement parlant, pour Elvis Presley, et à un moment donné, il y a le comeback de 68, et moi j'ai compris qu'on était au stade du comeback, parce qu'on l'a vu dans son blouson noir. Mais pour quelqu'un qui n'y connaît rien, lui il voit juste Elvis Presley dans un blouson noir, et d'un coup, paf, sa carrière redémarre, et ça change beaucoup de choses pour Elvis, mais pas grand chose pour Priscilla. Mais toutefois, moi je me disais, c'est dommage de pas contextualiser un petit peu ça, tu vois. Quelqu'un qui voit juste ça sans connaître Elvis, il manque beaucoup de clés. Mais aussi peut-être qu'après, Coppola a fait peut-être énormément de coupes aussi dans la biographie, puisqu'elle l'adapte avec sa vision des choses. Et ce qui l'intéresse dans son cinéma, c'est avant tout ce côté sur l'ennui, l'attente, cette sensation d'être prisonnière, parce que finalement Priscilla, c'est une femme qui se sent prisonnière dans son foyer familial, notamment parce qu'en plus elle est en Allemagne, donc loin de son pays. Retrouver Elvis, c'était un moyen justement de sortir de cette prison familiale, de retrouver l'Amérique, et ça devient une prison dorée. Peut-être que vu qu'elle veut insister sur ce point-là, elle se dit que tout ce contexte, toutes les choses qu'elle pourrait ajouter, elle l'enlève, et elle se concentre que sur une partie qui est peut-être, en fait, la biographie est peut-être bien plus vaste, notamment parce que je sais que j'avais vu que Priscilla a écrit donc Elvis et moi, mais elle en a sorti d'autres. Il y a eu Elvis mon amour, Elvis je ne sais plus quoi d'autre. Elle a fait 3 volumes en fait. Mais simplement, moi je voulais dire que le film, je critique entre guillemets ce qu'il est, mais en même temps je comprends tout à fait les choix artistiques. Simplement, ils ne me font aucun effet. Voilà. Mais par contre, tout le reste en matière de mise en scène, en matière d'acteur, je trouve ça génial. Elle a eu la distinction à Venise, l'actrice qui joue Priscilla. Et c'est mérité, totalement. Puis même l'acteur qui joue Elvis, Jacob
Je sais Et plus Lordi. Voilà, qui Lordi. joue dans Euphoria, mais qui joue surtout dans Kissing Booth. Dans Saltburn. Dans Saltburn qui vient de sortir également, ouais, Ouais. Oui. sur Prime Video. Et ben, quand il rigole, il a ce rire un peu genre beauf là qui colle très bien à Elvis, je trouve. Donc ça. Quand il rigolait, à chaque fois je rigolais, tu vois, avec lui. Même si, enfin, je rigolais de lui, pas avec lui, mais je rigolais. Mais du coup, dedans, Elvis, j'ai l'impression qu'il est plus dépeint comme un gamin, quoi. Un Ouais. enfant qui ne sait rien de ce qu'il fait, qui est vraiment mais totalement Ouais, perdu. Ouais, t'as pas tort dit comme ça. En vrai, j'y pensais pas. J'aurais pas affilié le terme gamin, mais maintenant que tu le dis, oui, ces crises de colère qui piquent, ça peut ressembler à tes crises de Ça. gaminerie. En Et effet. du coup, c'est pour ça que le film est pas non plus. Il critique la manière qu'il avait traité Priscilla, mais en même temps, il te montre aussi que c'est un gamin totalement contrôlé par du coup le colonel, c'est ça, ouais. Colonel, il faut pas oublier que c'est un mec totalement, qui est totalement, totalement drogué. C'est-à-dire qu'il est totalement les amphétamines. Ok. Si tu le prends, je pense que c'est le moment. Si tu prends Vegas, par exemple, le mec n'a même plus conscience de ce qu'il fait sur la fin de sa vie. Donc, c'est un mec qui est totalement détruit par les drogues et tout. Et tu le vois, ça qui est intéressant dans la relation, c'est comment en fait Priscilla tombe elle-même dans la drogue dans cette Ces relation. petites pilules qui Ouais. sont très, très légèrement mis dans le film, quoi. C'est-à-dire que peu Ouais, à mais peu, c'est ça devient intéressant une parce que habitude. C'est ça, c'est qu'au début, c'est une pilule pour se réveiller, une pilule pour s'endormir, et à la fin, ça devient une. Du LSD. Un trip au LSD. J'aurais jamais cru voir un trip au LSD filmé par Sofia Coppola. Mais... Et ça devient même une routine, c'est-à-dire que tu vois, quand dans sa manière, elle se lève, elle s'habille, elle se coiffe, hop, une pilule. Mais ouais, la scène de LSD très plate. Après, c'est Sofia Coppola. Tu voulais t'attendre à quoi? T'allais pas avoir des effets à la Elvis Presley, à la Baz Luhrmann, pardon. Non, évidemment, mais d'ailleurs, je trouve ça génial en fait qu'on ait ces deux oppositions-là, parce que Elvis Presley, du coup, en l'espace de 2 ans de cinéma, est devenu une image de cinéma maintenant, parce que on l'a vu en tant qu'acteur, mais maintenant c'est le personnage de Elvis Presley qui est au cœur des réflexions cinématographiques, et on a eu un film ultra extraverti, ultra exubérant qui est celui de Baz Luhrmann, et d'un coup on a une représentation beaucoup plus terre à terre et beaucoup plus plate, j'ai envie de dire. Intimiste. Intimiste, voilà. Et c'est intéressant en fait d'avoir ces deux oppositions-là de Elvis. Et du coup, rien que pour ça, je suis content que le film existe parce que c'est dépeindre un même personnage, mais de façon carrément différente et jamais contradictoire à vrai dire. Donc c'est intéressant. Je partage. Non, juste pour évoquer la fin vite fait, parce que Vas-y. j'ai trouvé que la fin avait une vibe un peu le lauréat. Ah oui, c'est vrai que tu m'as dit ça. Moi, je t'ai dit ça en sortant de la salle, mais Bon, c'est-à-dire, Pas vu le le lauréat. dernier plan du lauréat, ça me fait un peu penser à ça, un peu dans la vibe. j'ai pas vu le lauréat. du Bah, coup. voilà, alors pourquoi vous... Bah, explique-nous, moi je veux comprendre. Non, parce que je vais pas expliquer tout le lauréat parce que c'est trop bien, il faut le découvrir comme ça. Mais le dernier plan est ultra fort de sens. Et pour moi, le dernier plan de Priscilla a un peu la même vibe dans le. Je sais même plus dedans, c'est quand elle part en Elle- voiture. Voilà, là. c'est de ça. la Le dernier grille de plan, la c'est chambre. quand elle part en voiture et tu la vois en train de conduire sa bagnole. En fait, il y a le côté euphorie en mode genre j'ai enfin pris la plus grande décision de ma vie. Et après, tu déchantes en mode est-ce que j'ai fait le bon choix Qu'est-ce que je fais maintenant et est-ce que j'ai fait le bon choix, etc. Mais bon, c'est Mais c'est un peu la même vibe dans le lauréat. Voilà. mais c'est beaucoup plus percutant dans le lauréat. Oui, Ceci dit- regardez le lauréat. Ceci dit, ça me rappelle que ça se termine sur une très belle reprise de I Will Always Love You Oui. de Whitney Houston. Je t'ai vu chantonner dans la salle de cinéma. Oui, c'est vrai. et je trouve que la BO, en règle générale, mais ça, c'est un leitmotiv chez Coppola, c'est trop bien. Super bien la BO. J'ai très hâte d'écouter l'album de ce film, comme l'album de Virgin Suicides, qui était merveilleux, par R. C'est-à-dire Suicide Squad. Ouais, t'allais dire Suicide Squad, on est d'accord. Mais j'ai pas fait le même amalgame quand on allait au cinéma, justement. Si, t'avais dit. Attends, il nous a sorti quoi? Suicide Squad réalisé par Francis Ford Coppola. C'est ça la vanne le truc que tu nous avais sorti aussi. Je pense que ça aurait pu faire un truc intéressant. Oui. Voilà. Bon, écoutez les gars, moi j'ai fait le tour un peu de ce que j'ai à dire sur Priscilla. Donc le consensus est qu'on est mi-figue, mi-raisin, mais on a quand même les chiffres. Donc Priscilla, c'est un budget de 20 millions de dollars et au moment où on se parle, le cumul US est à 20,8 millions et le cumul mondial à 21,3 millions. Et pour le premier jour France, qui était donc le 3 janvier, il a fait 30 381 entrées, deuxième des nouvelles sorties, derrière Iris et les hommes. Voilà. J'ai trop envie d'aller voir Iris et les hommes, mais on va pas en parler, parce qu'on va faire un petit bond en arrière, on va revenir en 2023, on va rattraper un film qui est sorti la dernière semaine de 2023, on va parler d'un film avec Nicolas Cage qui pénètre dans les rêves des gens. Ça s'appelle Dream Scenario et c'est réalisé par Christopher Borgli. J'ai beaucoup pensé à toi ces derniers temps. C'est que t'apparais dans tous mes rêves. Tu fais rien, t'es juste là. Donc c'est plutôt une personne précise. Un moins que rien remarquable. Moi aussi j'ai vécu cette expérience. As-tu sa photo? Est-ce que par hasard t'as rêvé de moi? Si j'ai rêvé de toi, c'est ce que tu me demandes. Ouais. Donc, comme je le disais, Dream Scenario, ça parle d'un mec qui apparaît dans les rêves. Je vais vous lire le pitch quand même.
Paul Matthews, un banal professeur, voit sa vie bouleversée lorsqu'il commence à apparaître dans les rêves de millions de personnes. Paul devient alors une sorte de phénomène médiatique, mais sa toute nouvelle célébrité va rapidement prendre une tournure inattendue. Et est-ce que c'est pas grave cool de voir Nicolas Cage ne jamais se prendre au sérieux depuis genre 2-3 ans? Genre là, il a fait Un talent en or massif, qui est un chef-d'œuvre d'autodérision. Il a fait une Renfield, où il joue Dracula, mais Dracula drôle. The Pig. The Pig. Et là, il joue un mec qui apparaît dans les rêves et qui fait coucou. Et c'est génial. Moi, je pense que Pour je la première commence à partie du être film. un peu fatigué par ça. Comment? Genre un peu fatigué, je pense. Par le film? Par Nicolas Cage qui toujours fait des rôles où genre t'arrives plus trop à le prendre de sérieux tellement il est juste Nicolas Cage quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est génial en fait. Non, moi je trouve ça trop marrant, mais tu vois, pendant tout le film, j'étais là un peu en mode sur des moments genre hyper graves, genre hyper tendu et tout. Bah ça me faisait super rire. Ah quoi. merde. Genre, tu vois, je voyais Nicolas Cage, genre vraiment avec une calvitie, genre en mode. Et La genre, première partie, elle est drôle parce que bah, il Mais est même juste la là à suite. faire coucou, tu vois. même la suite, ça doit être bizarre, mais ça me Oui. faisait trop rire. Non, mais par contre, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que Nicolas Cage, on l'a beaucoup. La critique s'est beaucoup moquée de lui pour ses performances d'acteur parfois excessives, mais là, je le trouve excellent, enfin brillant. Tout simplement, dans le film, il y a une scène où il parle devant une webcam, j'en dirai pas plus. Je le trouve d'une justesse en matière d'acting. Ça m'avait surpris de me dire, oh putain, Nicolas Cage, tellement bon que j'ai oublié que t'étais en train de jouer. J'allais dire, j'ai Avis global, genre en général, on peut le donner quand même parce que C'est très chouette. Avant d'évoquer plus en détail, moi aussi, franchement, grosse surprise, je m'y attendais pas. Et j'ai dû faire de la place dans mon top 15 de l'année 2023 pour le mettre à une autre à la place, tu vois. On n'en est pas là pour moi, mais quand même très chouette. Très chouette aussi. Moi j'en entendais plus, je pense. Ah ouais? Je pense que j'entendais vraiment beaucoup de ce film. Je me dis qu'il y avait vraiment matière à faire. À jouer avec le montage, à jouer avec la réalité et le rêve, quoi. C'est vrai. À confondre les deux, tu vois. Et je m'attendais vraiment à beaucoup de choses sur ça. Et c'est arrivé très peu, quoi. Je crois qu'à un moment, il y a un plan qui pop et tu te dis, attends, c'est la réalité, c'est le rêve. Mais c'est tout, quoi. C'est vrai. Sinon, t'as toujours cette distinction et c'est dommage. Mais je pense Moi, que- j'en voulais en tout cas, tu vois. T'as une distinction qui est faite, mais finalement le rêve envahit la réalité, puisque les rêves ont des conséquences sur le quotidien Oui, bien sûr. de Mais, Paul Matthews. C'est ça. Mhm. Mais Fred, moi je pense que t'es un peu biaisé parce que dès que tu vois le logo A24 au début d'un film, t'es en mode oh, oui, oui. Mais c'est surtout que je le savais pas, je l'ai découvert qu'à la fin du film, Putain. Ari Aster produit le film. Ouais, moi aussi. Oui, Ari Aster produit le film, ouais. Au moins, au lieu d'avoir fait un bon film, il aura au moins produit un bon film. Pardon. Après, le film est cool, hein. Moi je l'ai apprécié et je trouve ça super cool. Peut-être un peu moins dans la fin, j'ai l'impression que il y a eu des rajouts un peu juste pour expliquer. Le Enfin, dernier acte est de trop. Voilà, on est totalement. Moi je suis d'accord, hein. Je trouve qu'il est trop tout le principe de la sorte de machine, d'influenceur dans les rêves ou l'histoire d'amour. Ah, où ça- justement, il sait moi, pas ça trop me où fait il trop va. marrer, moi, ça. Bah, je trouvais ça marrant, mais genre j'ai l'impression que c'est un peu de trop, quoi. En fait, ça va au bout du propos. Et tu changes de registre totalement, surtout, Ouais. genre. Ça va au bout du propos, mais ça va trop loin dans l'histoire. Ah, tu parles de changement de registre, mais le film ne fait que ça. En fait, au début, c'est une comédie, après, ça tourne en film d'horreur, après, ça passe sur un drame. Donc, pour moi, ça fait un acte, un genre, tu vois. Enfin, c'est... Ouais. Je trouve que c'est très bien comme ça, parce qu'en plus, comme disait Jérém, ça finit en drame, et en plus, ça permet d'avoir la petite critique acide, ce que fait le réalisateur, ce que faisait déjà le réalisateur dans son premier film, Sick of Myself, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Voilà, donc il retrouve un peu cette critique sociale, où justement les rêves en fait, finalement, tu disais que c'était le trop, mais en fait, c'est la bonne continuité du film, puisque on est sur un événement qui est censé avoir traumatisé donc des millions de personnes à travers le monde. Et donc, que fait la société? Elle le commercialise. Elle le commercialise à la fois, donc parce que ça devient une sorte de presque une bête de foire. Nicolas Cage, il vend ses livres, il arrive en France et tout. Et d'un côté, c'était le côté totalement marketing où on se dit, si quelqu'un a réussi à aller dans les rêves, pourquoi on n'en ferait pas un produit pour faire de la publicité, justement. Ou alors peut-être elle est plus développée, alors parce que la dernière partie, je trouve qu'elle est plus courte, non? Elle dure Elle se 15 termine minutes. un peu, voilà, très C'est rapidement. un épilogue. C'est un épilogue. D'ailleurs, moi j'étais surpris qu'en fait que ça se termine ainsi, si tu veux. Parce que la scène finale est très touchante, mais complètement en décalage avec tout ce qui se passe dans l'acte final. Je sais pas si je m'explique bien, mais dans les 15 dernières minutes, il y a un nouveau concept, du coup, la fameuse machine qui apparaît, qui permet des incrustations de publicité que YouTube rêve. Et pourtant, là où ça pourrait partir dans une critique sociale très acerbe, ça finit sur de la tendresse et de la mélancolie. Et du coup, moi, la fin, même si je la trouve très belle, elle m'a un peu trop retourné dans un coin de l'autre. sais pas Ouais, si je c'est vois. français, pour que je sois tout à fait... Il aurait fallu heureux choisir de entre l'un ou l'autre. Non, c'est pas ça, c'est que juste, j'en ressors un peu, genre, plein de questions dans ma tête.
mais sans aucun avis fixé. Je sais pas si ça vous a fait cet effet. C'est un peu les films concept fantastiques, et ça m'a fait beaucoup penser à Vincent doit mourir dans l'idée. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, tu prends un concept fantastique, donc Vincent doit mourir, c'est un mec regarde quelqu'un, les personnes veulent le tuer, et là c'est une personne s'invite dans les rêves des gens, et en fait t'as jamais vraiment de raison qui explique ça. C'est l'élément fantastique qui arrive. À partir de là, tout le scénario va tourner autour de ça, donc ça va être le comment et le pourquoi, mais finalement, le pourquoi n'est jamais répondu dans ce genre de film, puisque vu que le film ne tient que sur un concept-là, il faut l'étirer jusqu'à son maximum possible. Donc en fait, on ne va jamais répondre à la question, puisqu'il faut l'étirer toujours au maximum. Et du coup, ça donne, comme pour Vincent doit mourir, les mêmes qualités, c'est toujours très original, mais le principal défaut de ce type de film, c'est un peu la répétitivité, parce que tu tires toujours sur le même concept, le même concept, mais je trouve, et c'est ce que disait Jérém, c'est qu'avec ce changement de registre et de ton, et bah ça arrive à te tenir. Ils ont fait mieux que Vincent doit mourir. Là où Vincent doit mourir, peut-être s'étirer un peu plus. Je trouvais que ça pouvait un peu se répéter, alors que là, je trouve qu'avec les variations de genre, t'es dans de la pure comédie, t'as un petit moment d'horreur et puis ça finit dans le drame. C'est ça. Moi, déjà, les moments de comédie m'ont fait très rire. Le film m'a fait rire avec son prout, mais voilà. Oui. Ah ouais. J'allais en parler, le prout. Le film a quand même réussi à me taper une grosse barre avec un prout, hein, donc c'est que le film est très fort. Il y en a deux. Il y en a deux, c'est vrai. C'est les deux plus gros rires que j'ai eu du film. Le premier, un peu. Le deuxième, j'étais... Moi, je trouve du coup, c'est bien de mettre plusieurs genres de cinéma, mais il faut pas juste les jeter comme ça, tu vois. Des fois, il faut que ce soit intelligemment fait, et puis des fois, il y a des moments où c'est génial parce que tu sais plus ce que tu regardes, et là, j'ai l'impression que tu savais exactement quand c'était de l'horreur, quand c'était de la comédie, quand c'était du drame. Alors peut-être que je suis totalement naïf et que je me suis laissé surprendre par le film, mais je trouve que le changement de la comédie à l'horreur, pour moi, il est arrivé de manière brutale et je m'y attendais pas. Hein. Mais ça qui est justement dommage, c'est que c'est Non, un peu genre, moi, je trouvais ça regardez, super là on va faire de intéressant. l'horreur. Là, on va faire de la comédie. Ah non, à la fin, on va mettre un peu de drame. Ouais, moi je trouve que ça se varie super bien justement, parce que moi honnêtement quand j'avais vu de mémoire, j'ai pas souvenir que dans la bande-annonce ça annonçait le côté horrifique, ou peut-être que je me trompe. Moi, je m'étais dit que c'était que de l'horreur, moi. En fait, pour moi j'avais l'impression dans la bande-annonce que ce qui était montré comme grave, parce que tu vois, t'as quand même à un moment donné Nicolas Cage, tu le vois dans la bande-annonce, le moment où il tape le mec avec un marteau Ah oui, derrière donc la t'avais tête. bien, j'avais c'était plus que de Mais en l'horreur. fait, moi, dans l'idée, je croyais que dans la bande-annonce, ça allait traiter ça de manière comique, tu vois. Ouais, vu que le début commence à traiter de manière comique, je m'attendais pas à voir que ça allait tourner sur l'histoire d'un mec finalement qui devient totalement, qui se retrouve au banc de la société. Mais pourtant, là, on parlait de rupture, mais je trouve que ce qui est bien fait, c'est qu'à chaque fois, la rupture se fait au point culminant du genre. C'est-à-dire que la comédie s'arrête juste après la scène la plus drôle. Et pareil, l'horreur s'arrête au moment culminant de l'horreur dans lequel vit le personnage. Donc il y a toujours cette sorte de gradation perpétuelle, puis une rupture nette. Et du coup, à 2 reprises dans le film, tu sors un petit peu du truc pour te faire replonger dans un nouveau style. Moi, je passe pas un truc qui m'a fait kiffer, justement. Ouais. J'aurais aimé, être un peu perdu. Par moment, trouver que ça fait peur, ça fait c'est drôle, ou que c'est Après, un peu... le film suit ce que fait dès son père, c'est la métaphore du zèbre. C'est-à-dire que le film commence, Nicolas Cage donne un cours sur les zèbres, il explique à quoi sert la rayure du zèbre. Donc il dit c'est pour le camouflage, etc. Et c'est pour éviter d'être une cible. Mais que va faire Nicolas Cage, justement ? Eh ben, il va sortir de son camouflage, parce qu'il vit dans l'ombre, il n'est pas publié, il n'est pas connu. Et ben, il va devenir une cible, justement. Et parce qu'il va, en plus de ça, il va embrasser sa célébrité, mais en plus, il va toujours en faire plus. Et t'as même cette petite scène où à un moment, il se retrouve dans l'appartement et il regarde un zèbre et les rideaux, enfin l'effet des volets lui fait une marque zébrée sur lui. Et il y a une seule autre raison où, quand il faisait son cours, il disait quelle est l'autre bonne raison pour un mammifère de vouloir être une cible. Et il y a un élève qui répond la reproduction. Et c'est ce que veut aussi Nicolas Cage, c'est que quand il y a son ex qui vient lui parler et que sa femme lui dit oui, elle ne serait pas en train de te draguer, et que lui, il dit justement à son ex oui, tu sais que ma femme pense que tu me dragues, et qu'elle lui dit pas du tout, ah bah c'est la déception dans son regard. Oui. Ouais, il était content d'être désiré. Puis il y a l'histoire où il va retrouver sa fan avec la fameuse séquence du prout. Donc ça suit toujours cette même logique. Pourtant, il est très gêné, c'est lui qui met fin au truc. Non mais là... Vas-y, termine ce que tu Ah veux. ouais, c'est bon. Non mais par rapport à cette scène-là, c'est bien une des premières... Enfin, c'est la scène où je trouve que le mélange entre début d'horreur et comédie et la fin de la comédie se fait, parce que t'as le début où on confond... Enfin, où Molly, elle veut mêler le rêve qu'elle a eu. Le rêve érotique qu'elle a eu à la réalité. T'as ces plans très furtifs. Le film fait quelquefois ça aussi, c'est d'avoir des plans très furtifs sur des moments. Et là, t'as la mise en scène. C'est littéralement de la mise en scène sur un rêve qu'elle a eu pour
le faire devenir réalité. Techniquement, le rêve tourne au cauchemar. Ah oui, les blagues de Nicolas Cage. Juste le personnage qui veut faire des blagues et ça tombe toujours à plat. Genre en mode, ah oui, il y aura moins de personnes à la soirée. Ah bah c'est pas grave, on va boire plus et il fait glou 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 juste en... Regardez les gens... Ça me rappelle quelqu'un. Moi ? Oui. Je fais ça moi ? Des blagues nulles, ouais. Ouais. Du coup les chiffres... Non, vraiment, on passe aux chiffres, plus personne n'a rien à dire. Moi j'ai fait le tour. Ouais, Moi, pareil. c'est- Est-ce que vous aussi. savez, c'est inspiré de quoi Dream Scenario? D'une creepypasta, d'ailleurs, ils en parlent dans le film. Ah bon ? Ouais, il y a une creepypasta qui parle d'un mec qui apparaît dans les souvenirs des jeux. Exactement. Est-ce que vous voulez voir sa photo? Non, parce qu'elle Vas-y. fait peur. Vas-y. C'est Have You Seen This Man ou un truc dans le genre, c'est ça? Exactement. Ouais. Et on dirait Owen. Bah il a des gros sourcils, mais Have sinon... You Seen This Man. Voilà, vous chercherez ça, Vous si chercherez, vous connaissez ouais. pas déjà la creepypasta. Les chiffres... Alors passons aux chiffres. Dream Scenario, c'est un budget de 10 millions de dollars pour un cumul mondial actuellement à 7,2 millions, dont 5,6 aux USA. Et pour sa première semaine de sortie en France, il est 6ème des nouvelles sorties avec 39 227 entrées. En sachant que le premier des nouvelles sorties de cette semaine-là, c'est les Sekpaowski, putain. 600 000 entrées. Ouch. Oh! Ce n'est pas le film qui a fait les meilleures entrées sur la dernière semaine de l'année, parce que c'est Wonka. Voilà. Ouais. Et justement, ça nous permet une petite transition, les amis, puisque là, on passe au rattrapage. Les films dont on n'a pas parlé dans DCP, mais on va quand même en parler un petit peu subrocitement. Et on va commencer par un rattrapage de Wonka. Qui a vu Wonka ici ? On est trois à l'avoir vu, je crois. Ouais. Tu l'as pas vu Je du l'ai coup? pas encore vu, mais Oh j'ai très non. envie de le voir. donc, Bah ouais, parce que c'est vraiment bien. Alors, moi je n'en peux plus, tout le monde me dit que c'est de la grosse merde. Bah, ils ont faux. Ils ont faux. hein. J'entends ça partout. Et Partout. je te dis ça alors que pour la première scène, j'étais à deux doigts de me barrer de la salle parce que ça commence sur une scène de comédie musicale qui est absolument pas ouf. Et j'étais en mode, ah, si le film commence comme ça va, je vais détester le film. Mais au final, Ouais. le film se rattrape super bien. Et Je vraiment, trouve, c'est un très bon moment. Voilà, c'est ce qu'on disait avec Owen, ou peut-être toi aussi, du coup, c'est que j'étais devant le film et j'étais un gamin, quoi. J'étais en mode, mais genre, c'était génial. Je trouve que c'est un super film à montrer aux gosses. Ouais. Parce que c'est tout plein de légèreté, ça inculque de belles valeurs. C'est marrant parce que ça n'a pas du tout la dimension inquiétante que peut avoir Wonka dans les films de Burton et celui de 71. Oui, c'est ça. Mais est-ce que c'est un mauvais point, du coup? Non, ça se passe, parce que les fans hardcore de Charlie Chocolaterie sont en mode, ah, Wonka, il est pas inquiétant. On s'en fout, là. C'est sa jeunesse, peut-être qu'il a pas vrillé, quoi, tout simplement. Ouais. Il est encore jeune et insouciant, et le marché de chocolat l'a pas encore rendu fou, quoi. Ouais. Puis en vrai, Chalamet, franchement, moi, Eh bah, c'est la il faut première qu'on fois en que je parle. kiffe Chalamet dans Faut un qu'on en rôle. parle, ça lui va trop bien, ce Ça genre lui de va rôle, bien, d'être et très alors que j'avais peur au début. expressif, de chanter, etc. Ça lui va Ouais. super bien. Et moi, et- je veux le voir plus dans des comédies Ouais. que en Paul Atreides, par exemple dans Dune. Pour moi, il est pas trop crédible. Mais par contre, dans Wonka, je le trouve absolument Ouais. génial. Et les Ouais. costumes sont géniaux. Et Et, costume, décor, enfin, magnifique. et pour prouver que ce film est vraiment très fort, quand je suis rentré dans la salle de cinéma, j'ai été très énervé par mon travail. Pendant 2 heures, j'étais en mode. Et puis après, le film s'est terminé, j'ai rallumé mon téléphone. Et là, j'ai revu la news que j'avais eu juste avant pour le travail. Et j'ai fait putain, sa mère! Ah ouais, en fait, le film a pas marre. C'est dommage. Non, mais c'est Ça- juste pendant 2 heures, Non, vraiment le le film, film. c'était... Il y a eu un espace-temps. Voilà, et dans lequel j'étais bien. Et C'est la ça. beauté du cinéma. Oui. Moi, petit truc, par contre, j'ai un peu la haine, mais je suis allé voir en VF. Ah, elle Parce est que- comment? Parce que des fois, moi, ça m'intéresse d'avoir les avis sur les vidéos. Bah, c'était cool, mais pendant tout le film, j'étais en mode bon, bah, j'aimerais Ouais, écoute. entendre vraiment Chalamet chanter, quoi. Enfin, Ramène Julien au cinéma et allez le voir en VO. ouais. Ouais, c'est Ouais, je parti. kifferais Moi, le j'ai revoir. très envie de le voir. Merci. Ok. Film suivant. Qu'est-ce que vous avez rattrapé? Alors, Vermine, t'en as parlé vite fait lors de l'émission précédente, mais Ah est-ce que tu oui. veux qu'on en reparle vite fait ou pas? On peut en parler tous les deux, ouais. En Bien 2 sûr. spi. En deux spi? Alors, moi, je suis du même avis que Fred, ce qu'il t'avait dit, parce que t'avais l'air d'avoir plutôt apprécié le film. Ouais, ouais. Je l'ai trouvé globalement très bon. Et franchement, je m'attendais pas vraiment à être aussi surpris par le film. La gradation que fait le film, elle est super bien gérée. Les scènes d'horreur font peur. Les trucs qui se veulent drôles sont drôles. Comme tu disais, Jérôme Niel, il vole la vedette à tout le monde. De fou, ouais, ouais, De il fou. est vraiment présent. Hein. Mais même sur scène pendant l'avant-première, moi j'étais parti voir l'avant-première, il était là. Direct, il a commencé à voler la vedette, mais c'est son personnage, quoi. C'est qu'il aime Franchement, trop, il s'accapare, mais de manière très forte l'image. Et Mm. franchement, ça, c'est dommage de pas le voir dans si peu de films. Mais c'est son premier long métrage, je crois qu'il avait fait plein de courts métrages avant, et c'est son premier long, et donc pourquoi pas. Qu'il en fasse d'autres, parce que Ouais, s'il ouais. arrive à être aussi magnétique à la caméra, franchement, faut qu'il continue. Et ouais, c'est comme tu disais, comparaison
raison, franchement, niveau Bâtiment 5 et critique de la banlieue, entre Bâtiment 5 et Vermine, des fois je trouvais Vermine plus pertinent. J'ai été un peu méchant quand même. Bâtiment 5, il y a des bonnes scènes. La scène Oui. du cercueil Bâtiment 5, je sais pas si vous en avez parlé, elle Ouais. était géniale cette scène. La première Ouais. scène du film, incroyable. Jérém en a fait une longue analyse. Tu vois. Mais oui, mais Vermine est super bien sur ce côté-là aussi. Voilà. De ouf. Juste pour terminer, ça fait plaisir de voir un film d'horreur, vraiment d'horreur français. Mais qui se prend pas pour waouh, je suis le film d'horreur mais de 2023 avec des, tu vois, avec plein de critiques. Ouais, tout, justement, et de voir qu'il est autant apprécié et qu'il fonctionne, il a quasiment fait 100 000 entrées première il semaine, fonctionne super bien. Ouais. et ça me fait très plaisir. Ok, film suivant. Alors moi j'ai blindé en fait, donc c'est pour ça, je vais peut-être beaucoup parler du coup pendant cette période-là. Qu'est-ce que j'ai vu ? J'évoque vite fait Aquaman 2 parce que je l'ai vu et que, et que je l'ai en tête direct. N'allez pas le voir, ça sert à rien, c'est de la merde. Oh non, pourquoi ? Il est en train de Qu'est-ce qui flopper se de passe toute façon, donc. Voilà. Pour vous dire, le niveau, le dernier plan du DCU, c'est un plan de quelqu'un qui met un cafard dans son hamburger et qui le mange. Voilà pour vous dire le niveau. Past Life que t'avais vu aussi, Fred. Voilà, Past Lives. Je Qui a suis vu d'accord avec toi, c'est un gros coup de cœur de la fin d'année. Ouais. Et le montage et la mise en scène de ce film sont incroyables, et les performances d'acteurs aussi. Et vraiment, allez le voir si vous avez la chance d'avoir un cinéma qui le diffuse pas loin, Ouais. parce que là il est sur peut-être la fin d'exploitation. Déjà ? Il est au 3 Luxembourg, si vous le souhaitez. C'est pour ça, pour ceux qui habitent à Paris. bien entendu. Ah bah bien sûr, les autres ils Ouais. peuvent aller. Ils peuvent aller se faire voir. Ouais. Non, oui, Past Lives, incroyable. Moi, c'était le montage qui m'avait marqué. J'ai l'impression Ah non, vraiment mais que je suis d'accord chaque avec toi. plan se terminait au moment exact où devait se terminer. C'était vraiment un énorme travail de montage et de mise en scène. Ouais. Moi C'est j'adore quand alors des fois quand les effets de mise en scène paraissent tape à l'œil, ça peut énerver les gens, mais moi je trouve ça juste trop bien de se dire j'ai compris ce que tu voulais me dire avec ton effet de mise en scène, je l'ai compris tout de suite plutôt que d'aller dans des trucs ultra alambiqués. Moi, un truc qui m'avait marqué, c'est que c'était beaucoup de plans fixes. Past Lives, je crois que c'est que des plans fixes. Plans fixes et plans très longs aussi également. Ouais, et du coup, t'as un peu ce truc où c'est des personnages qui essayent d'en sortir, mais qui n'y arrivent pas, quoi. Un peu à la Hong Sang-soo, parce que moi je connais un peu le cinéma de Hong Sang-soo, je sais pas si Ouais. ça vous parle. Pas trop. Mais c'est pareil, c'est beaucoup de plans comme ça, un plan, un cadre fixe quasiment, même dans le film là, il y a quand même parfois des panoramiques, etc. Mais souvent c'est ça, c'est un plan fixe, en plan séquence en plan séquence et puis voilà quoi. Et je trouve qu'il le fait, que la réalisatrice, Céline Song, le fait très bien aussi dans ce film là. Donc, je vous conseille fortement Owen et Julien. Vous avez Voilà, intérêt on à vous aller le le voir. conseille fortement. Très bon film à 24. Parce que c'est aussi à 24. C'est vrai. Donc oui, moi je suis allé voir Frémont de Babak Jalali, qui est un film en fait qui raconte l'histoire d'une Afghane qui vient vivre à Frémont, qui est en fait une ville américaine à côté de la Californie, et qui est une ville en fait qui accueille beaucoup de réfugiés afghans. Et je suis allé voir le film, moi, je vous le dis, je suis honnête, hein, je regardais la bande-annonce au cinéma, et je vois Jeremy Allen White, et je fais waouh! Et donc j'ai été attiré par ce film juste pour ça. Je suis allé le voir, et en fait le film n'est pas du tout tourné autour de Jeremy Allen White, qui joue donc dans The Bear. Et du coup voilà, on suit ce personnage qui travaille dans une fabrique de biscuits chinois avec des petits mots dedans. C'est un personnage qui n'avait jamais, enfin l'actrice n'avait jamais joué, c'est-à-dire qu'elle avait aucune expérience, elle est juste arrivée comme ça sur le tournage. Et du coup ça donne vraiment ce côté un peu, c'est pas une actrice mais c'est une modèle. C'est un peu toute la théorie de Bresson sur l'acteur modèle. Et du coup, tout le film tourne autour du fait que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à s'exprimer, qui n'arrive pas à exprimer ce qui s'est passé en Afghanistan, toute la politique, tout ce qui s'est passé, parce qu'elle est réfugiée aux États-Unis parce qu'elle a été traductrice en Afghanistan. Donc elle a profité de son taf pour le gouvernement pour habiter aux États-Unis. Et du coup, il y a vraiment tout ce côté dans le film où c'est très... Il y a une paralysie qui est sublimée par le 4/3, le noir et blanc. De toute façon, ça, les films en noir et blanc 4/3, j'ai toujours apprécié. Et donc... oui, je vous le conseille, surtout pour la performance de l'actrice, parce que c'est vrai que je trouve qu'elle joue, enfin, elle joue pas, mais elle joue bien en ne jouant pas. Elle s'appelle Anaïta Walizada. Voilà, c'est sa première expérience de tournage, et puis du coup, ma scène avec Jeremy Allen White, lui, banger masterclass, incroyable, regardez tout de lui, regardez The Bear, on en parlera dans la carte blanche. Pardon, j'ai rien dit. Oh, il a teasé un truc. Oh. Il a teasé. Et voilà, Frémont, super cool. Et parce que je me suis blindé de films, je vais évoquer le dernier que j'ai vu, c'est Une équipe de rêve, donc Next Goal Win en VO, le dernier film de Taika Waititi. Un des meilleurs feel-good que j'ai jamais vu. Ah ouais. Ouais, franchement, en fait, j'avais le sourire pendant tout le film. Ok. Et c'est quelque chose de plutôt cool. Je rapprocherais ça d'un Star Rocket. Vraiment, c'est super sympa. C'est Michael Fassbender, il est génial dedans. Donc t'aimerais bien, Julien.
Oui. Et en plus, non, les vannes sont sympas, c'est pas prise de tête, les trucs sont assez classiques, mais c'est un feel-good movie. De toute façon, le film ne prétend pas être plus que ça. Il réussit son taf, donc pour moi, c'est tout bon. Est-ce que vous avez d'autres films à rattraper, mes amis, ou est-ce que... Il y a un film que je pourrais évoquer, mais on va en parler plus tard. Donc, Ah oui, je vais pas en parler. Eh bien, messieurs, je vous propose un petit break avec notre ami Manuquet, qui vient de sortir un nouvel EP qui s'appelle Nativité Mystique. La pochette est stylée. Hein. La pochette est cool. On va faire passer le passé. Mon passé m'attend, affligé. Pour le futur, je sais pas, je me demande qui sera le plus fort. Dans mes plaies, je me suis renfermé. Ma substance change, je suis devenu pyrophore. Brise la cage, retire les lames qui m'ont transpercé. Libre dans l'air, je saute, je m'envole, je suis enflammé. Mon passé m'attend, affligé. Pour le futur, je sais pas, je me demande qui sera le plus fort. Dans mes plaies, je me suis renfermé. Ma substance change, je suis devenu pyrophore. Brise la cage, retire les lames qui m'ont transpercé. Libre dans l'air, je saute, je m'envole, je suis enflammé. Je suis enflammé, 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 je suis enflammé. Que des freestyles pour commencer, j'ai toujours mon style décomplexé. Je sais pas ce qui t'a fait décompresser, on rêve tous d'en bas. On est tous malades, le traitement se trouve à l'autre bout de l'appart. Trop de gars qu'on finit par se perdre, à force d'histoire on se fout une race dingue. Je sais pas si t'as capté le bail, t'es fou la life, t'as mis une laser. Ta vie plein de zèle, c'est la zizanie, un cœur brisé en machiavélique. Hey, ok, c'est trop là, elle veut danser. On s'appelle si tu veux qu'on se pète. Regarde bien la marche, je te remontre un de tous step. Ok, c'est trop là, elle veut danser. On s'appelle si tu veux qu'on se pète. Regarde bien la marche, je te remontre un de tous step. C'est grave, eux, ils l'ont tous fait. Tu t'es démarqué, on est tous fiers. En ancien comme on referait, on va se débrouiller comme à l'époque de nos grands frères. Mon passé m'attend, affligé. Pour le futur, je sais pas, je me demande qui sera le plus fort. Dans mes plaies, je me suis renfermé. Ma substance change, je suis devenu pyrophore. Brise la cage, retire les lames qui m'ont transpercé. Libre dans l'air, je saute, je m'envole, je suis enflammé. Mon passé m'attend, affligé. Pour le futur, je sais pas, je me demande qui sera le plus fort. Dans mes plaies, je me suis renfermé. Ma substance change, je suis devenu pyrophore. Brise la cage, retire les lames qui m'ont transpercé. Libre dans l'air, je saute, je m'envole, je suis enflammé. Et c'était le passé de Manuquet qui vient de sortir un EP. Mais qu'est-ce que tu me dis? Ça vient de sortir, c'est sorti en 2023. Non mais c'est sorti le mois dernier. C'était déjà l'année dernière. Bref, écoutez Manuquet, un très grand rappeur qui va percer et surtout voilà, écoutez c'est 2024, vous êtes même pas prêts. Vous êtes pas prêts, Ma vous êtes gueule. pas prêts, vous êtes pas prêts. D'ailleurs, il a un EP qui s'appelle Ma Gueule aussi. Ouais, c'est un son. Et bah messieurs, j'ai un petit jeu à vous proposer parce que comme d'habitude, je vais vous faire deviner si des films existent ou non. Mais là, ce sont des films avec des titres très longs. Donc ça va être autant un jeu pour vous à deviner le film que moi à essayer de épeler les films. Ah, D'accord tu les épelles? Non, je vais pas les épeler, pardon, à les dire. C'est en anglais ou en français? Il y a les deux. Ok. Et vous allez découvrir qu'il y a des comédies françaises. Les titres, c'est Ah, je sais de quoi tu veux parler. pas fou. Mais bref, par exemple, selon vous, est-ce que le film qui s'appelle Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe sans jamais oser en parler, Ça existe. Ça existe. ouais, Bah oui, ça existe, oui. bien joué. Ok. Et c'est Merci. c'est de Woody Allen, c'est un film de Woody Allen. Ah. Par contre, est-ce que Night of the Day of the Dawn of the Ça Sun existe. of the Bride of the Return of the Revenge of the Terror of the Attack of the Evil Mutant Alien Flesh-Eating Hellbound Zombified Living Dead Part 2? Est-ce que ça existe? Ça existe. Ça existe. À moins que t'aies fait le connard à changer un mot du titre, mais ça existe. Bon, s'il le dit, c'est que ça existe. Oui, ça existe. Il y a la partie 3 aussi. ça s'appelle ça. Et Tu peux le redire, j'ai pas entendu. Non, c'est bon. C'est le titre le plus long jamais. le réalisateur s'appelle James Riffel et voilà, c'est son délire. Est-ce que le film J'en peux plus de sortir tous les soirs avec ta sœur existe? Non. Non. Je dirais non. Non. Oh putain, vous êtes trop forts les bâtards. Qu'est-ce qui t'arrive, ça va? J'en peux plus de me sortir avec ta sœur. Mais non, mais genre, il y a plein de titres de films, je les ai pas pris, mais genre, c'est des trucs de ce délire-là. Batman, Year One, After the Second. Non. Non. Ah, je dirais oui, tiens. Non, ça existe pas. Ah merde. Mais ça aurait été un beau nom pour un Batman, Batman AMV. Year One, c'est la BD, quoi. Oui. Ok, je me suis dit aussi, t'as dû... Ouais, non, mais j'ai voulu faire un peu le con. Ok.
L'événement le plus important depuis que l'homme a marché sur la Lune. Est-ce que ce film existe? Ça fait vrai, là. ouais, là, moi, je ça dirais fait oui, vrai. Ouais. Putain, vous êtes trop fort. Mais du coup, c'est quoi cet événement le plus important? Alors, c'est un film de Jacques Demy, sache-le. Ah. Et l'événement le plus important depuis que l'homme a marché sur la Lune, c'est un film qui est sorti en 72, je crois. Et c'est un mec qui tombe enceinte. Je sais pas s'il faut... Ok. Je me pose toujours la question, le verbe, enfin le mot enceinte, on le rattache forcément à une femme, mais si un homme tombe enceinte, est-ce qu'on dit qu'il tombe enceint ou enceinte? Moi, j'aurais dit enceinte. Ensuite, messieurs, est-ce que The Battle of Knights of the Epping Forest existe? Non. Je suis Jérémy, non. Ah ouais, toi, tu suis Jérémy. Bah, c'est quoi? Je vais dire oui. Ah bah t'aurais pas dû. Merde. Ça n'existe pas, messieurs. Mieux vaut être riche et bien portant que fauché et mal foutu. Oui. Oui. Ouais, ça existe. C'est de Max Pécasse. Faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Oui. 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 Putain, vous me faites chier, les gars. Oui, c'est un film de Michel Audiard. L'ange déchu qui ne savait pas s'il devait remonter au ciel ou boire des bières. Ça a l'air trop bien, mais non. T'es très original, Owen, dans tes faux films. J'aime beaucoup. Je dirais oui, mais non. Ah non, ça n'existe pas. Ils m'ont grillé. Non. Désolé. Ah, t'as une patte, ça veut dire. T'as une patte parce qu'on reconnaît tes titres. T'as un style, ouais. T'as un truc. Ah. Elle boit pas, elle fume pas, elle drague pas, mais elle cause. Oui. Oui, ça se voit, c'est un bon film français, ça. Oui. Oui, vous avez raison, bien sûr. Faut que je vous retrouve des titres, mec. Titres de films à la rallonge. C'est toujours des titres très sexistes. Parce que, bon, on a quand même des films stylés comme De l'influence des rayons gamma sur le comportement des marguerites. Ça, c'est un film de Paul Newman. Mais sinon, on a Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir une femme qui boit dans les cafés avec les hommes? Oui. Ah oui, classique. La robe et l'effet qu'elle produit sur les femmes qui la portent et les hommes qui la regardent. Ah, J'ai ce film qui s'appelle Pourquoi les hommes n'écoutent jamais rien et les femmes ne savent pas lire les cartes. Waouh. Nos héros réussiront-ils à retrouver leurs amis mystérieux disparus en Afrique? Ça, c'est le pitch du film, ça, c'est pas le titre. Ouais. Ils se sont trompés sur Allociné, ils ont échangé. Non, mais... Moi, je m'attendais à ce que tu dises le fameux film qu'on aime tous les deux, même peut-être tous les quatre. Un pigeon perché sur une branche, philosopher sur l'existence. Mais oui, t'as raison. De Roy Anderson. Exactement. Un pigeon perché sur une branche, Philosopher. sur l'existence. C'est qui a gagné? Il y avait pas, on n'a pas noté, c'était pour le fun. Vous avez quasiment tout. C'est Julien qui a gagné. C'est pour ça que t'as demandé. Je crois que t'as fait un sans faute, Julien. T'as fait un sans faute, bravo. Julien. T'auras du gâteau. Oui. Bon bah les amis, moi j'en ai fini avec mes jeux et puis on va pouvoir se diriger vers la fin avec une carte Joker. Ma carte Joker. Oh yeah. Alors pour cette carte Joker, je n'ai pas fait aussi bien que Julien, parce que Julien, j'aime beaucoup tes cartes Joker. C'est trop gentil, merci. J'aime beaucoup comment tu les prépares. La dernière fois, ça m'a donné envie, j'ai regardé John Wick. Ouais, mais t'as pas aimé. J'ai pas aimé. C'était très nul. Ah, Bref. Alors, pour cette carte Joker, ça va être un peu libre. Je vais surtout vous demander quelques avis sur... Récemment, je me suis tapé un délire. J'ai regardé beaucoup plus de séries que de films. Enfin non, pas beaucoup plus, mais je me suis fait quelques séries. Et j'ai regardé The Bear, qui est une série incroyable avec... Attendez, Jérémy Allen White, qui est une série sur la cuisine en 2 saisons et qui est géniale, je vous la recommande, qui est vraiment bien réalisée, bien mise en scène, vraiment c'est incroyable. Regardez The Bear. Et en fait dans The Bear, j'ai remarqué, comme dans beaucoup de séries, souvent vous avez une série et un épisode qui s'intègre dans la série mais qui est totalement différent des autres épisodes. Genre la mouche dans Breaking Bad. Exactement. Ce qu'on appelle des épisodes filler dans le jargon. Exactement. J'allais y venir, mais merci. Je vois que vous êtes assidu. Bref, et du coup, dans The Bear, ce que j'aimais beaucoup, c'est je trouvais qu'il n'y en avait pas qu'un. C'est-à-dire qu'il y avait dans une saison, il y a 10 épisodes, il y en avait peut-être 3 qui donnaient l'impression d'être des épisodes filler. Et du coup, je me suis dit, mais venez, on parle d'épisodes filler, de séries qu'on aime. Alors, on en prend un. C'est un peu obvious, mais genre la mouche de Breaking Bad, c'est l'exemple. Voilà, le plus mais je me connu, suis dit quoi. pourquoi pas, est-ce que vous avez des épisodes filler dont vous avez envie de parler, mais en tout cas je vais vous parler de The Bear, donc série de cuisine où on suit du coup des chefs qui créent un restaurant, et en fait il y a un épisode de Noël que j'ai regardé à Noël, déjà incroyable. J'étais dans le thème, c'est bon. J'étais dans le thème, et encore plus parce que l'épisode de Noël se passe très mal, c'est un dîner en famille qui vire au cauchemar. Mon Noël était pas aussi agréable que je ne le voulais, donc il y avait une ambiance... T'as mis Better Watch Out, c'est ça ou... Exactement. Et en fait, dans cet épisode, il y a plein de grosses têtes. Il y avait genre l'acteur qui joue dans Better Call Saul. Comment il s'appelle ? Il est dedans. Bob Odenkirk. Ouais, il était dedans avec Jamie Lee Curtis, avec d'autres grosses têtes. Genre la saison 2 de The Bear, il y a que des grosses têtes. Et l'épisode vire au cauchemar parce que la mère qui est jouée par Jamie Lee Curtis est folle. Genre elle est en dépression totale, donc elle pète un câble, ça jette des fourchettes, elle fonce dans la maison avec sa voiture. Bon bref, c'était incroyable, mais c'était hyper différent des autres épisodes. C'est-à-dire que l'épisode durait 1 heure. Un épisode normal, c'est 20-30 minutes.
Donc bref, j'ai adoré cet épisode qui était vraiment totalement en désaccord avec le reste. Et donc je me demandais, est-ce que vous avez un épisode dont vous aimeriez me parler Un épisode filler qui est vraiment ce côté, tu vois, que ce soit la mise en scène ou alors juste scénaristiquement. Je vois de quoi tu parles. Alors moi, je vais prendre une série que j'aime beaucoup qui s'appelle 911 et qui, en vrai, ça suit un truc. C'est le genre de série où tu te dis, ouais, il y a plus d'épisodes filler que d'épisodes qui font avancer la narration globale de la série. Mais dans 911, donc ça suit les pompiers de Los Angeles, enfin tous les services d'urgence de Los Angeles, et t'as certains épisodes qui se focus spécifiquement sur un sujet de danger entre guillemets. Il va y avoir un épisode, je prends un épisode au hasard, où ça va parler de malédiction entre guillemets. C'est pas un épisode qui s'intègre globalement dans le contexte de la saison ou de la série ou de l'avancement narratif de la saison ou de la série, mais qui est très cool parce que ça va traiter un sujet de fond en comble avec des urgences où tu te dis mais non mais c'est fait exprès. Bien sûr c'est fait exprès, c'est scénarisé, mais ils considèrent ça comme une malédiction parce que c'est une même personne qui va les appeler pendant plusieurs jours. Parce qu'il se passe quelque chose à chaque fois, et c'est toujours eux qui viennent, et donc du coup ils se disent non mais il y a une malédiction, hein, c'est pas possible, enfin voilà. Et donc il y a plein de petits épisodes comme ça où ils prennent un sujet. D'ailleurs il y a un épisode où... D'ailleurs ça me fait penser à ça d'un seul coup. Un épisode où justement ils braquent entre guillemets, ils sont obligés les pompiers de braquer quelque chose, tu vois. Je sais plus si c'est une banque ou un truc dans le genre. Et l'épisode fait très Zappa dans la saison. Mais c'était trop cool quoi. Et voilà, il y a plein de petits épisodes comme ça dans 911 et moi j'adore. Vas-y Julien. Moi je suis sur Ma famille d'abord en ce moment. Enfin je revois Ma famille d'abord. Pas c'est mal. vrai que j'aime beaucoup. Et voilà. Et en fait là je l'ai remarqué en la revoyant. C'est en plein milieu de la saison 2. Je sais pas si vous l'avez en tête, Ma famille d'abord. Ouais. Vous avez deux épisodes et qui ont la particularité de se suivre. Et je trouve que... Alors est-ce qu'on pourrait dire que c'est des fillers ? Je sais pas, mais ils ont vraiment ce côté très rupture. Ces deux épisodes de la saison 2, c'est les épisodes... Ces deux épisodes de la saison 2, c'est les épisodes 14 et 15. En fait, l'épisode 14 et 15, je trouve qu'il y a une vraie rupture de mise en scène. C'est-à-dire que Ma famille d'abord, globalement, ça tourne, en tout cas pour les premières saisons, c'est un peu comme les Simpsons. C'est-à-dire que ça prend une sorte de problématique familiale et ça se finit toujours un peu sur une morale entre Michael et un de ses enfants sur comment dépasser ce problème-là. Ça va être la bêtise de Junior, la superficialité de Claire, par exemple, ou ça va aborder les problèmes en fait de couple entre lui et Janet. Et t'as cet épisode, donc 14-15, l'épisode 14, c'est en fait Michael qui doit aller à un mariage et tout le monde est en retard. Et je trouve que cet épisode, alors les premiers épisodes se concentrent surtout dans la maison. Et après, au fur et à mesure, on décale de lieu en lieu. Mais là, c'est le premier épisode où l'unité de temps est égale à l'unité de l'épisode. C'est-à-dire on est pendant 20 minutes avec la famille. En fait, c'est toute leur préparation pour se préparer au mariage. Et je trouve que dans cet épisode, c'est de la quintessence de la série, parce que tous les personnages sont exploités à leur maximum de potentiel possible. C'est-à-dire qu'on atteint une absurdité totale. Et je trouve que ça faisait un vrai effet de rupture, c'est-à-dire que la bêtise de chacun des personnages est exploitée à son maximum. Et ça ne s'arrête jamais pendant 20 minutes. Et surtout que dans la saison 2, il commence à avoir une sorte de continuité entre les épisodes. C'est-à-dire qu'on va avoir le début de la saison 2, ça commence avec Janet justement qui part en voyage, donc Michael doit s'occuper des enfants, et ça se suit pendant plusieurs épisodes où il est tout seul dans la maison. On va ensuite avoir l'introduction du petit ami de Claire, Tony, et ça se suit au fil des saisons. Et là, on a une vraie rupture à cet épisode, et je pense que la rupture elle continue avec le second épisode, donc le 15, où en fait il décide d'aller au musée. C'est le musée de Paul, je ne sais plus comment son nom, c'est un des révolutionnaires américains. Et là, tout l'épisode se passe en voiture. En voiture, ouais, c'est ça. Et là, je trouve qu'on est sur deux façons de filmer qui cassent totalement avec le rythme de la série. Moi, le truc qui me venait à l'esprit aussi, c'est l'épisode dans The Last of Us, parce qu'il y a ce fameux épisode... L'épisode 3, là. C'est ça, on en a... Bon, beaucoup de gens en ont parlé, donc je vais pas en parler. Mais non, moi, il y avait un filler que je trouve vraiment brillant, qui est souvent considéré comme un des meilleurs épisodes de série de Mad Men. Donc Mad Men, qui est cette série sur les années 60, sur... Faut que je la voie. C'est vrai, c'est génial. Sur une société qui est chargée de faire de la publicité dans les années 60. Donc c'est vraiment un immense portrait de la métamorphose des États-Unis dans les années 60. Il y a une époque charnière en matière de libération de la femme, de libération des mouvements de droit racial. Mais le point d'orgue de cette série, ça reste quand même cette société qui te fait des pubs. 80% de la série se passe dans des bureaux où ils font, effectivement, ils sont en train de faire des pubs, ils boivent de l'alcool, il y a des embrouilles dans les... Les cigarettes. Les cigarettes, qu'est-ce que ça donne envie de fumer? C'est vrai qu'il y a le plus de cigarettes au monde, je crois. C'est ça. Ouais, qu'est-ce qu'ils ont dû fumer pour la série? Et t'as cet épisode-là, qui est l'épisode 4 qui est la saison 4, épisode 7, qui s'appelle La Valise, qui est un épisode où, en fait, la personnage de Peggy
qui a cette personnage qui a cette grande ascension tout au long de la série, parce qu'elle commence en tant que secrétaire et elle finit comme une des directrices artistiques de la société, qui a pas d'idée. Elle doit rendre une publicité pour demain. Elle sait pas quoi faire. Et elle va voir Don Draper, qui est le personnage principal, qui est son directeur. Elle dit j'ai pas d'idée. Et il lui dit tu te barres pas. Tu restes ici dans les bureaux tant que t'as pas trouvé ton idée. Et en fait il passe la nuit dans ce bureau-là à chercher une idée et à se dire toute leur vérité. Et ça a un peu cet effet mouche, la mouche de Breaking Bad, où t'as deux personnages qui sont figés dans un même lieu et qui se disent c'est leur cas de vérité. C'est le point d'orgue de la relation entre les deux personnages, parce que c'est vraiment les deux personnages principaux de la série. Et il y a ce qui se passe au lever du soleil, parce que Don Draper, en fait, de toute manière ne peut pas dormir sa nuit, parce qu'il attend une terrible nouvelle qui doit arriver de Los Angeles, sachant que lui, il est à New York. Et donc, au petit matin de New York, il apprendra ce qui s'est passé dans la nuit de Los Angeles. Et t'as cette révélation-là qui plane systématiquement, et c'est vraiment très fort, quoi. Donc ça avance pas en matière d'intrigue, mais par contre, en matière de personnalité des personnages, tu les regardes plus de la même façon. Je sais pas si ça rentre dans cette logique de filler. Mais là, c'est bien, tous les trois, vous avez vraiment 3 catégories un peu distinctes. C'est-à-dire que toi, du coup, c'est plus par rapport au lieu, donc une sorte de huis clos, et c'est ça qui fait le filler. C'est ça. Ensuite, Julien, ce serait du coup niveau le temps du récit, c'est-à-dire qu'il y a aucune coupe, quoi. C'est une sorte de rupture de rythme, mais aussi une rupture de la mise en scène. C'est ça. Et puis, Jérémy, tout ce qui est thématique, c'est-à-dire que c'est une thématique qui fait tout l'épisode du filler. Moi, ça m'a refait penser à un autre filler, mais là, c'est du coup vraiment sur la forme. Modern Family, je sais pas si c'est un filler, mais il y a un épisode qui est uniquement sur un écran d'ordinateur, sur un Mac. Ouais, t'as marqué celui-là. J'en parle dans mon mémoire. Et bref, et du coup voilà, c'est aussi un épisode Modern Family, 3 familles, problème de famille un peu comme à Ma famille d'abord. Et en fait là l'épisode c'est Claire, donc la mère d'une des familles, qui est sur son Mac et en fait qui a aucune nouvelle de sa fille Hayley. Et du coup a passé son épisode à chercher partout, à appeler les membres de la famille par webcam, à naviguer sur internet, et du coup l'épisode est uniquement sur son écran. Donc je sais pas si ça peut rentrer dans le filler, mais si, là... carrément. Voilà. Mais en fait, là j'ai l'impression qu'on parle de filler, mais on parle d'épisodes qui créent une rupture nette avec le reste. Alors j'imagine c'est le principe du filler, mais il me semble que l'épisode filler, en général, enfin, l'image que j'ai du filler dans les séries des animés japonais, c'est les épisodes « On n'a pas de thunes, qu'est-ce qu'on fait l'épisode qui avance pas dans l'histoire, qui va pas coûter cher. » Et voilà. Moi, c'est l'image que j'ai du filler, donc c'est un peu péjoratif. Mais d'un côté, tu vois, là, le filler dont tu as parlé dans Mad Men, ça fait avancer quand même l'histoire. Ouais, et puis c'est considéré comme le meilleur épisode ou genre de la série. la mouche de Breaking Bad, finalement. Oui. On a l'impression qu'il se passe rien, mais finalement, c'est hyper important. Ça te permet de montrer que, genre, Walter, il est dans une situation qui le... Oui, puis ces deux épisodes ont la particularité d'être vachement économe en matière d'acteurs aussi. Parce que t'as que 2 acteurs dans ces épisodes-là. Je termine ma carte blanche, je reviens, The Bear, je vous en conjure. Non, regardez, écoute, The Bear. J'ai pas assez bien vendu le truc, mais... Non mais si, franchement, tu l'as bien vendu. Le souci, c'est que là, en ce moment, avec Jérém, on est en train de mater des séries et que on a une liste de trucs... C'est 2 saisons, Et The Bear, je crois que ça va pas pouvoir s'intégrer dans le truc. C'est 2 saisons, un épisode c'est 20-30 minutes, des fois 1 heure. Jamie Lee Curtis, il y a plein d'autres têtes, il y a Olivia Gladstone, non. Lily Gladstone ? Non, je dis de la merde. Olivia Wilde. Non. Olivia Coleman. Olivia Coleman, il y a le mec de Le Labyrinthe là, qui joue aussi dans Les Gardiens de la Galaxie. Même il a une tête hyper ahurie en mode Les Gardiens de la Galaxie, le mec en or, le méchant. Mais oui, cet acteur. Tu vois j'ai oublié son nom. Le Labyrinthe. Il joue dans Midsommar aussi. Dans Midsommar aussi, le concon un peu de Midsommar. Le concon. Et il y a aussi lui qui est génial dans la série. Enfin, ils ont vraiment pris plein de têtes. Will Poulter. Voilà, Qui exactement. était dans Narnia 3 aussi. Dans Narnia 3 aussi. Et voilà, je vous conseille cette série qui est genre vraiment folle et j'ai envie de devenir cuisinier. J'ai envie de tout arrêter. Tu veux me faire à manger là ? Let's go. J'ai faim. Tout plaqué pour. Ok, let's go, je vous prépare des bolognaises. Oh yeah. Bon, du coup, Fred, à qui vas-tu donner la prochaine carte Joker ? En plus, là, ce qui est bien, c'est qu'on s'est tellement éparpillé que j'ai oublié totalement les dernières personnes qui ont la carte Joker. Donc là, je vais vraiment choisir au hasard, même si une personne est là. Je crois que ça fait longtemps, Jérémy, que t'en as pas eu, non ? Ouais, après, c'est comme tu veux, moi. Mais Julien aussi, j'ai envie. Pas faire une carte Joker tous les deux. Une carte Joker commune. Ouais, je suis pas sûr. Non, vas-y, je vais prendre Jérémy. Oh, merci. Eh ben, Jérémy, il est content d'avoir la carte Joker, et puis pendant 2 semaines, il est en mode genre, je sais pas quoi faire. de quoi je parle ? Et souvent, je trouve ça au dernier moment. Il y a plein de trucs, t'inquiète. Eh ben, messieurs, merci beaucoup pour cette émission de DCP. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur le Wishing Light Channel, sur Spotify, sur Deezer, sur YouTube maintenant. Est-ce que c'est pas magnifique ? Sur YouTube, oui. Sur Instagram, sur beaucoup trop de trucs en fait. Et ça va continuer. Et ouais, ça va continuer en 2024, et pourquoi pas en 2025, en 2026, 2027, blablabla. Bref, suivez-nous.
Et merci beaucoup de nous écouter. Merci. Bah, encore une fois, bonne année et puis à la prochaine. Et bonne soirée. Et que des bisous. Et bonne soirée. Salut. Salut. Salut.